Salut l'équipe, le chien est le meilleur ami de l'homme, je ne vous apprends rien. Mais en revanche, si une fille dit de toi, ah lui c'est vraiment un chien, c'est pas vraiment un compliment. Comme si quelqu'un dit, ah ben lui c'est un bon toutou. Là non plus, c'est toujours pas cadeau et il serait temps d'arrêter de porter des jeans troués et jeter enfin ta part de Stan Smith. Mais aussi, tu peux être ce chien que tout le monde aime, fidèle et joueur, comme chez le Thunder. Et cette équipe d'OKC a clairement l'écroc, autant l'écroc que François Bayrou à la recherche d'un nouveau poste. Seulement que leur quête à eux est bien plus noble et bien plus organique. D'ailleurs, on dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître. Je ne sais pas si leur jeu flashy, intense, provocateur parfois, ressemble vraiment à leur coach Marc Daigneault. Il n'empêche que celui-ci tient sa meute de main de maître, maître chien évidemment. Et cette nouvelle génération du Thunder a l'occasion de ramener son premier nonos à la niche. Rien à voir avec le hasard cependant, ni de rouge ni de noir, pas de paire ou impair, juste une équipe qui joue parfaitement bien au basket. Et quoi de mieux que Vegas pour briller. Après Sinatra, Elvis et Céline Dion, Shai a l'occasion de prendre toute la lumière d'une ville qui ne manque pas. Les Bucks sont donc prévenus, attention Thunder, chien très méchant. Salut à tous, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Aujourd'hui encore un énorme programme avec cette NBA Cup qui s'est terminée et les Milwaukee Bucks qui l'ont remporté. Pour débriefer tout ça, je me suis entouré encore d'experts, de mecs qui connaissent le basket sur le bout des doigts. Avec Thomas Dufan et Théo Messer. Comment ça va les amis? Ça va, écoute, les experts pour compenser justement ta présence sur le plateau. Exactement. Donc pour avoir une moyenne de mecs qui peuvent parler de basket, quoi. Ah, je suis pigiste médical, hein. On fait comme on peut. Mais très bon pigiste médical, t'es un peu le André Robertson de la team. Ça va Théo? Ça va très bien, ravi d'être avec vous la dernière semaine avant que je parte en vacances, donc je suis content de finir avec vous. Ah, on compte les minutes là. Ah, oui, c'est clair. Voir les secondes aller. Ah ouais, il reste 2 jours là, j'en peux plus, ça y est. On va l'envoyer vite cette émission parce qu'il faut qu'on aille en vacances. T'es pas vu les mains libres? Les mains vides, parce que les mains libres, les mains vides, puisque t'es venu avec le nouveau livre. T'es venu avec le nouveau Sarko livre. Injustice. Mais t'es venu avec le nouveau livre Rivers sur les GOAT. Tu peux nous en parler un peu? Déjà, c'est pas le même format. Ouais, exactement. C'est vraiment un livre. Pour le coup, c'est pas un MOOC. Voilà, on sait que c'est toutes ces discussions qu'on a entre potes pour savoir qui est le meilleur, etc. Et nous, on s'est dit que c'était le plus intéressant. C'était pas forcément uniquement de parler du GOAT, le plus grand basketteur de tous les temps, mais il y a tout un tas de catégories et c'est de ça dont on a eu envie de parler. Il y a des trucs très sérieux, hein, que ça soit sur la défense, que ça soit sur l'attaque, les coachs, les propriétaires. Il y a des trucs aussi plus décalés, du genre, je sais pas, qui est le meilleur basketteur, la plus belle moustache de l'histoire de la NBA, qui est les anecdotes les plus folles, les superstitions les plus absurdes. Donc voilà, il y a tout un tas c'est que des classements. À chaque fois, on détermine un GOAT et puis après, il y a une liste quand même avec un classement très sérieux, très argumenté de choses plus ou moins sérieuse, voilà. Celui-là, c'est mon préféré, là. Ah ouais, j'adore. Le GOAT Francis Lalanne, qui a la dégaine la plus dégueulasse, le shoot le plus dégueulasse. Et il y a des vrais noms. Il y avait des vrais candidats, ouais, ça, c'était compliqué. MKG, comme on l'appelle, Gilchrist. Ouais, j'y suis pas allé, je t'ai laissé y aller. Incroyable, clairement, s'il n'est pas numéro 1, je sais pas quoi dire. Tu sais que c'est fou, parce qu'à chaque fois que je joue le livre, j'arrive sur la page centrale, et à chaque fois, je tombe sur Dennis Rodman en nuisette. Vous voyez là, je pense que c'est un espèce de signe pour mon style de 2025. Voilà, je vais y penser. Ouais, il est là, regarde. Hop, il est tout beau, il est magnifique. C'est celui sur les mecs qui brillent le plus en soirée. Donc si c'est un signe, c'est que c'est un trophée pour toi alors peut-être. Numéro 2, Magic Johnson. Numéro 3, Erwan Abotret. Erwan devant. Incroyable, magnifique, bravo. Bon, donc il est en vente, ça y est? Ouais, c'est en vente. Ceux qui l'avaient précommandé ont déjà commencé à le recevoir. Et comme toujours avec toutes nos publications, c'est sur notre site basketsession.com. Voilà, on n'est pas à la Fnac, etc. Donc si ça vous intéresse, on a vraiment mis pas mal de
voilà, pas mal de cœur dedans. Il y a eu des nuits courtes, il y a eu pas mal de rigolades aussi pour faire ce bouquin, donc on espère qu'il vous plaira. Super cadeau de Noël. Allez, commandez-le cette semaine là aujourd'hui pour le recevoir la semaine prochaine au buzzer. Et c'est Théo qui Non, ça sera trop tard, je préfère le dire. Aïe, 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 C'est aïe, trop tard pour Noël. voilà, Je pour début préfère- 2025. voilà, je alors. préfère pas m'avancer, donc là. Pour ceux qui sont dans les familles recomposées, il y a souvent des Noël 27, Exactement. 28, 1er. Bah écoute, ce sera à ce moment-là. Pour il y a ceux beaucoup- qui veulent rapporter leurs cadeaux qui n'auront pas pu, en avoir un autre, voilà, là on sera dans le timing. Il y a beaucoup de Secret Santa qu'on fait en janvier aussi. Ça, Ouais, c'est un super truc. cadeau. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas, le nouveau livre de Rivers. On a quelques annonces avant d'aller dans le sommaire de cette émission. Déjà, le NBA Classic Game qui aura lieu lundi prochain. Et NBA Classic Game, évidemment, spécial Noël. On va vous diffuser sûrement le plus grand match de Noël de l'histoire, les Cleveland Cavaliers face aux Golden State Warriors en 2016. Après la victoire donc des Cavs, ils se retrouvaient donc durant la saison et ça donnait un match exceptionnel. Ouais, fantastique avec Kevin Durant qui a rejoint les Warriors et puis Stephen Brown au commentaire. Donc ce sera l'assurance lundi prochain de vivre le lundi parfait en veille de Noël, pré-veille de Noël on va dire. Voilà, le Big Parfait. Monday comme d'habitude. Veille de réveillon, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le Big Monday comme d'habitude. Bah non, en fait, il y a que le Non, il y a que le match. Ah bah oui. Ah oui, il y a pas de libre antenne, c'est les vacances. Bah oui, Tom. J'ai eu des petites sueurs froides. Ouais, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe on y est Attends, je pars encore. en vacances, mais non, il y a que, je confirme, il n'y a que le NBA Classic Games qui seront diffusés lundi, donc immanquable. Un immanquable aussi, c'est la nouvelle émission Undrafted qu'on a tournée hier, c'était avec Thomas Larokis et c'est sur est-ce qu'il y a trop de tirs à 3 points en NBA. On est parti évidemment du match où il y a eu un record entre les Mavs et les Warriors, donc est-ce qu'il y en a trop? On en parle avec Thomas qui est un très bon shooter, les deux Thomas d'ailleurs, et il nous donne son avis. Il a été très bon en plus hier, Ouais, donc, c'était donc il nous a passionnant. régalé. Ouais, à écouter, à vivre. On le fera peut-être à l'occasion plus tard dans la saison, mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un ancien professionnel sur, bah oui, clairement, est-ce qu'il y a trop de tirs à 3 points? Tout le monde va dire oui, mais on essaie d'expliquer pourquoi. Et puis surtout, il y a des gens qui essaient de donner des solutions à ça. C'est disponible sur la chaîne YouTube de NBA Europe et aussi sur l'application NBA avec le NBA ID. Ouais, tout à fait. Avec le NBA ID. Ce week-end, on va vous régaler de contenu comme d'habitude. Ça commencera dès samedi avec une vidéo sur la course au MVP. C'est un replay de la libre antenne. On vous donne nos favoris donc pour le titre de MVP arrivé en décembre. Donc Jokic, Tatum, Shea ou alors Giannis. Voilà, ce sera samedi. Il y aura aussi un inside à suivre sur les réseaux sociaux puisque Erwan était à la NBA Cup du côté de Vegas. Il a pu aller sur le parquet. Ce sera à suivre sur les réseaux sociaux. On vous montre un petit extrait tout de suite. Alors un des trucs cool quand on est accrédité, c'est qu'on peut venir très tôt avant le match et qu'on peut assister donc à l'échauffement et se balader tout autour du terrain et croiser les joueurs qui vont et qui viennent comme ça des vestiaires au terrain. Alors il faut se faufiler entre les nombreux journalistes, surtout pour une finale de NBA Cup. Mais voilà, c'est quand même la grande chance qu'on a quand on est journaliste, c'est de pouvoir se faufiler. Regarde, hop, je vais rentrer sur le terrain comme ça, peinard, bien ou quoi? Bien, hop, on est sur le parquet d'une finale de NBA Cup, rien que ça. Ah, des très belles images. J'ai l'impression qu'Erwan Abotred s'est pas trop fait chier, hein, notre ami. Ouais, bah, écoute, tant mieux, je suis content. Il a vécu le Final Four et puis les images de Melo sont très belles. Donc j'ai hâte de découvrir ça moi aussi. Donc voilà, si vous voulez retrouver Erwan, ça se passera sur les réseaux sociaux dès ce samedi. Dimanche, ça continue, on n'arrête jamais. Interview de Armel Traoré qui sort comme tous les dimanches, l'entretien avec le joueur des Lakers. Il va nous parler de son emploi du temps qui est très chargé entre jouer avec les Lakers et la G-League. Il va aussi nous parler de côtoyer LeBron James, qui n'est pas rien. C'est une interview qui est très cool, Thomas. Ouais. On a eu quelques retours. Erwan était très Ouais, Erwan était très content. Il y a pas mal de belles interviews qu'il a fait là-bas, mais là avec Armel, ouais, il a pris le temps de parler de cette saison où tu joues avec deux équipes et puis en plus dans la plus grande franchise de tous les temps où il y a beaucoup d'attentes et tout. Et puis j'espère qu'il va parler un peu de Bronny. Hein, c'est son coéquipier, donc intéressant d'avoir son avis là-dessus. On espère qu'ils se sont un peu tranchants. Et puis on finira dimanche à 19h avec, comme d'habitude, le match commenté sur DAZN par les soins de Thomas Larokis
et les miens. Ce sera l'affiche entre Nancy et Bourg-en-Bresse. Voilà, il y aura du All-Star sur le terrain, il y aura du Shavon Thompson, du Castagneda, il y aura aussi Ayayi. Voilà, il y aura pas mal de joueurs, donc à 19h, c'est gratuit, profitez-en pour regarder un peu du basket français qui va très bien en ce moment. Voilà, on se régale toujours à commenter sur DAZN. Évidemment, on peut aller dans le sommaire ? Allez, on va dans le sommaire de cette émission. Alors, on va commencer avec les news. La rumeur Zach LaVine chez les Nuggets, est-ce que ça vous chauffe ? On va parler aussi du nouveau format du All-Star Game. Ça, je crois que ça chauffe un peu moins les joueurs. On parlera aussi de Caitlin Clark. On ira dans le débat avec tous les retours, toutes les conclusions qu'on peut faire de cette NBA Cup pour les Bucks et pour le Thunder. On ira sur la palette avec Kane Cunningham. Et puis sur le quiz, où tu remets ton titre en jeu. oui. Ouais, c'est vrai. Il est revenu avec son trophée, bravo. Fais gaffe parce que face à toi, t'as un sacré concurrent. Allez, on part tout de suite pour les news. Zach LaVine va-t-il rejoindre les Denver Nuggets ? C'est la rumeur du moment qui a été sortie comme d'habitude par The Athletic. Le joueur des Chicago Bulls pourrait donc rejoindre les Denver Nuggets. Alors, on ne sait pas encore si c'est officiel. Pour l'instant, ce serait dans les petits papiers. On rappelle que Zach LaVine, pour l'instant, est encore sous contrat avec Chicago pour 2 ans, 89 millions sur 2 ans, avec une player option à 49 millions la saison prochaine. Et en échange, Denver enverrait Michael Porter Jr. Les gars, est-ce que ça vous chauffe un peu cette rumeur Zach LaVine à Denver ? Bah oui, c'est intéressant parce que Denver a besoin de booster son attaque, clairement. Là, c'est l'un des secteurs dans lequel l'équipe a beaucoup baissé. C'est lié aussi à la saison compliquée de Jamal Murray, que j'adore ce joueur, mais là, qui est vraiment dans le dur cette saison. Ce qui est un peu compliqué, ce qui est pas de bol peut-être, c'est que si tu m'avais dit ça l'an dernier, j'aurais dit bien sûr. Et cette année, c'est aussi peut-être la meilleure saison de Michael Porter Jr. Il a aussi passé un cap, notamment à la passe. Voilà, offensivement, il fait une très belle saison, mais je pense quand même qu'à l'heure actuelle, Zach LaVine est un attaquant d'une autre classe que ce que peut être Michael Porter Jr. Donc c'est un joueur aussi, Zach LaVine, tu vois, autant je suis pas fan de lui si c'est l'une de tes toutes premières options, autant là, dans quasiment un rôle de 3e option, du moins en termes de tenue de ballon, je trouve que ça serait vraiment une belle opération pour Denver. Je suis plutôt d'accord avec toi dans l'idée ils doivent faire quelque chose. Leur but, c'est d'être champion NBA, c'est de figurer mieux possible dans cette saison régulière. On sent bien que l'équipe ronronne au mieux, si ce n'est déçoit énormément. Même si Jamal Murray vient de mettre un énorme tir, là, peut-être pour lancer sa saison face aux Kings, on a l'association véritablement que l'effectif doit bouger. L'idée de Zach LaVine avec Nikola Jokic, c'est intéressant. Zach LaVine avec Jamal Murray, je trouve que déjà ça a beaucoup moins de sens tout de suite, tu vois. Donc 2 arrières, shooters, scoreurs qui ont besoin de la balle, défenseurs suspects pour l'un, médiocre pour l'autre. Accusé. Ah ouais. Un ultra injury prone, c'est évidemment... Enfin d'ailleurs les deux, je dis pourquoi les deux maintenant sont propices aux blessures. J'ai surtout l'impression que si tu fais Zach LaVine, c'est pas Michael Porter Jr. qu'il faudrait laisser partir, c'est plutôt Jamal Murray, ce qui est pas envisageable, sauf si vous me dites le contraire, chez les Nuggets. Donc écoute, j'aimais bien la rumeur, elle te fait ok, intéressant et tout. Maintenant, dans les faits, j'ai du mal à imaginer que ça se fasse vraiment. Là, on a vu ses stats, là, il est à 21 points de moyenne sur la saison. Théo, on est sûr que ce mec peut faire passer un cap à Denver. Alors, ils n'ont pas besoin de passer un cap parce qu'ils sont dans les favoris, mais est-ce que c'est un mec qui va te pousser à aller au titre plus qu'un Michael Porter Jr. En fait, alors t'es pas sûr, bien sûr, mais ce qu'il apporte en plus, c'est que Michael Porter Jr., c'est un très bon finisseur, mais c'est pas un créateur, même si, je disais, il a progressé à la passe. Zach LaVine, à mon sens, crée beaucoup plus de jeux par ce qu'il est capable de faire, et cette année, finalement, on se rend pas compte à quel point Jokic aussi masque tout un tas de problématiques du côté de Denver, notamment dans la création, et ça permettrait, je pense, d'avoir un autre joueur à qui tu peux confier la balle et qui va pouvoir créer soit pour lui, soit pour les autres. Et là-dedans, je pense que oui, il peut faire passer un cap à l'attaque de Denver. Après, il y a un truc, tu vois, purement sur les profils, Porter Jr. est un vrai poste 3, il est grand, il est costaud, c'est un bon rebondeur. Aller chercher un mec comme LaVine, c'est l'assurance d'avoir 3 arrières sur tes postes 1, 2 et 3. Christian Brand est un vrai bon défenseur, mais donc tu aurais Jamal Murray et Zach LaVine qui est pas très grand non plus, c'est un vrai poste 2, voire même combo si on veut lui donner beaucoup la balle. Donc plus ça va, plus je me dis que ce profil-là, moi, je suis pas sûr d'être véritablement convaincu. J'ajoute à ça que si tu laisses partir Michael Porter Jr. au vu de son âge, de son potentiel, malgré ses carences et sa progression là, à très court terme,
est-ce que tu dois pas aller chercher un autre profil, tu vois, un véritable ailier qui stabilise ton poste 3 plutôt qu'aller chercher un arrière? Il y a quelques noms là dans les pistes de Denver que je peux vous donner. Il y a DeAndre Hunter, on en parle du coup sur l'aile. Jordan Poole, bon pour le coup là j'ai du mal à y croire. Jordan Clarkson, Cam Johnson, on est encore sur l'aile, et Valanciunas pour apporter un peu plus à l'intérieur. Ce qui serait bien qu'ils aient un autre intérieur pour le coup, parce que après c'est DeAndre Jordan et Nadji, ils sont, c'est très compliqué, donc intéressant d'avoir Valanciunas. Je crois quand même que là tu fais un coup DeAndre Hunter, ton équipe elle augmente d'un coup direct. Alors à voir, c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu lâches en échange? Mais DeAndre Hunter serait un profil magnifique pour cette équipe de Nuggets. Mais sur le profil, après DeAndre Hunter, j'ai quand même un peu de mal parce que je le trouve très inconstant quand même dans ce qu'il apporte. Il est bon cette année pour le coup, il est vraiment très bon. C'est vrai. Mais je t'avoue que j'étais un peu échaudé par le passé où je me disais ça va être l'année où il émerge. Okay. Donc, mais par contre, t'as raison sur le profil. L'avantage de ce type de trade, c'est que tu gardes Michael Porter Jr. en fait. C'est que ça te coûte pas aussi cher. Et là, c'est vraiment intéressant. Et l'argument que t'avances là sur la taille de Michael Porter Jr., je te rejoins complètement, et je pense que les gens se rendent pas compte de sa taille en fait et de l'avantage que c'est. Alors c'est pas le meilleur défenseur du monde, même s'il fait des efforts, mais sa taille en fait lui permet d'avoir un impact parfois que ne peut pas avoir, je te rejoins là-dessus, Zach LaVine sur le même type de profil. Là c'est intéressant ces autres perspectives parce qu'elles sont je pense plus réalistes, moins compliquées à mettre en place. Par contre si tu veux récupérer même un DeAndre Hunter, tu vas devoir lâcher un asset. Et là quoi, du coup, quel type de futur tour de draft tu vas accepter de mettre dans l'équation, et c'est un autre type de difficulté. Parce que regarde là aujourd'hui, Jamal Murray, sauf si cataclysme, il est intouchable. Bon, Jokic, j'en parle pas, mais Aaron Gordon, faut absolument pas le faire bouger. Donc du coup, Christian Brown, il l'aime beaucoup. Je serais très étonné d'aller chercher, de laisser partir. Maintenant, si c'est pour aller chercher DeAndre Hunter, la question peut se poser. Et reste Michael Porter Jr., où je crois que les Nuggets ont beaucoup d'attentes en lui. Ils attendent encore le déclic qui doit l'amener un jour au All-Star Game parce qu'il a ce talent-là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont à la fin d'un cycle avec lui et c'est lui le fusible? Ce serait intéressant de voir en tout cas la direction prise par eux. Dernier truc sur DeAndre Hunter, moi pourquoi c'est un profil qui me plaît énormément, c'est que quand je vois la transformation d'Aaron Gordon aux côtés de Jokic, son côté concentration, physique, défense, son QI basket qui a augmenté d'un coup, j'imagine DeAndre Hunter est à côté de Jokic, la progression qu'il pourrait avoir en profitant des espaces. Franchement, ça me botte énormément en termes d'alchimie, tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est une belle proposition. Les autres joueurs dont tu parlais, Cam Johnson, c'est aussi très bien. C'est des role-players vraiment où tu sais ce qu'ils vont t'apporter soir après soir. Ok, dites-nous en tout cas dans les commentaires si vous êtes chaud de voir Zach LaVine du côté des Denver Nuggets. On rappelle, 11 saisons déjà pour Zach LaVine. Ça passe vite, 4 matchs de playoff, allez mon grand. Peut-être en revenant Denver, ça ira, tu joueras un peu les playoffs. C'est incroyable ça comme stat. Incroyable. Terrible. Avec Buddy Hield, ils font la paire sur ce type de choses. Exceptionnel. En tout cas, Zach LaVine a été quand même 2 fois All-Star. Pas sûr qu'il le soit une 3e fois cette saison dans ce nouveau format du All-Star Game, puisque le All-Star Game va encore changer de format pour répondre à la baisse d'audience. On va le voir en graphe. En fait, les audiences depuis quelques années font que s'effondrer. Alors, c'était revenu un peu avec la création du format des capitaines, on s'en souvient en 2018. Ensuite, il y avait eu, mine de rien, la mort de Kobe Bryant qui avait relancé aussi en 2020. Ça avait fait 7,3 millions d'audience. Et puis, l'année dernière, ils sont repassés au format Est-Ouest. Ça avait fait 5,5 millions d'audience. Ce qui est très peu, et surtout c'est déjà avorté. On va le voir, le nouveau format du All-Star Game qu'ont décidé la NBA de mettre en place cette année, c'est encore un nouveau truc, un mini tournoi à 4 équipes, 3 équipes de joueurs All-Star, une 4e équipe formée des champions du Rising Star, un format Final Four, donc 2 demi-finales puis la finale, chaque match en 40 points, et avec la petite carotte, c'est 120 000 € par joueur dans l'équipe. Par dollars. Sinon, ça fait 128 000 €, ce qui est énorme comme différence. C'est rien, tu sais. Oui, 120 000 $ par joueur dans l'équipe championne. Avant que vous donniez votre avis, Thomas, tu l'as déjà donné hier dans Clutch. Ouais. On va l'écouter parce que c'était tellement pertinent. N'importe quoi. Oh là là. La NBA essaie des choses. La NBA veut relancer ce All-Star Weekend qui est terrible depuis quelques années. Les matchs sont nazes, plus personne regarde. Dans la salle, il n'y a que des gosses. C'est terrible. T'as la chance d'y aller. Je l'ai fait aussi. Bon, une fois que tu l'as fait aussi, excuse-moi Cleveland, toi tu l'as fait. Une fois que tu as vu toutes les stars à l'échauffement, le match il a pas beaucoup d'intérêt et les tirs du milieu de terrain, au bout d'un moment, c'est relou. Donc, admettons que ça remette un peu d'enjeu dans ce dimanche soir. Bon, la seule manière d'après moi pour que ça remette de l'enjeu, ce sera pas une question d'oseille, ils sont tous blindés, c'est tous les All-Stars. Je sais ce que tu vas dire. C'est si les joueurs du Rising Star arrivent avec la dalle. Arrivent avec la dalle.
Voilà. oui. Et oui, Clutch Et a donc, retrouvé. pardon, excuse-moi. Oui, Ah oui, juste Clutch a Oui, retrouvé bien sûr. tous les mercredis et vendredis à 17h. À demain avec Thomas Laukis. Et dès demain, Ah à oui, tout à 17h, il y a la séquence FAQ où vous pouvez poser des questions superbes. Bref, pour revenir sur ton avis, Thomas, tu disais que pourquoi pas ce changement de format pouvait changer les choses, à condition que ce soit les jeunes qui mettent un peu d'énergie. Bah, ouais, ça c'est un tient peu sur tiré- rien, hein. Ouais, absolument sur rien, mais comme ce format, parce que le problème, c'est toujours que vont faire les joueurs. C'est toujours pareil. On connaît tous le All-Star Game, on le regarde depuis 30 ans maintenant. Ça dépend juste de la motivation des joueurs, de l'intensité qu'ils vont être. Et on peut le changer le format autant qu'on veut. Il n'y a pas de réalité qui se sont créées avec les capitaines. Est-Ouest, ça faisait quelques années que tout le monde s'en foutait. Donc l'espoir que j'ai, mais vraiment t'as raison, ça tient à rien, c'est que l'équipe du Rising Star championne arrive en disant vas-y, on va essayer de le gagner ce match, enfin ce tournoi. Et que en face, il y a une équipe qui réponde. Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait dire que ça peut être bien. Bon, ça me fera pas regarder pour en direct. Hein. Ouais, la problématique, c'est toujours la même en fait. C'est que je pense que pour que ça soit intéressant, la seule manière, c'est que les joueurs prennent le truc au sérieux et qu'ils aient envie, eux, de gagner le match en fait, tout simplement. Ça sert à rien de mettre de l'argent, les mecs sont tous multimillionnaires, c'est pas ça qui va faire la différence dans leur quotidien. Et donc, effectivement, pardon. Ce que tu dis, si les jeunes, entre guillemets, arrivent déterminés et qu'en face, les anciens veulent pas se faire marcher dessus, ça peut marcher sur du one-shot. Mais en fait, la question de fond, c'est comment faire en sorte que les joueurs aient la volonté de gagner et que ça redevienne un truc pour l'honneur, en fait. Il y a que cette chose-là qui peut fonctionner, je pense, pour que les matchs redeviennent intéressants. Et par contre, en termes de public, je sais pas si un concept comme ça, les gens vont comprendre suffisamment comment ça fonctionne pour qu'ils se disent ouais, faut absolument pas que je rate le mini-tournoi du All-Star Game. Là, j'attends de voir. Il y a les déclats d'Anthony Edwards qui est très intéressante et en fait c'est pour ça que j'ai presque envie peut-être qu'on fasse le deuil à un moment donné de ce All-Star Game et de ce match qu'on attend. C'est personne ne devrait s'attendre à nous voir jouer un All-Star Game de haut niveau. On sort de 50 matchs. En fait les gars ils ont plus envie de jouer, ils arrivent même plus à se motiver. Dans les années 90, je sais pas ce qui faisait la différence, peut-être que tu vas me l'expliquer Thomas. Pourquoi aujourd'hui en 2020 il y a zéro attente sur le All-Star Game? Je veux te dire quelle a été la différence. C'était les joueurs. Il y avait de la rivalité en NBA, les gars se détestaient. Bien sûr, l'une des plus connues, c'est Isaiah Thomas et Michael Jordan. Bon, les mecs voulaient gagner ce match parce que ça représentait quelque chose. Alors, ils étaient 10 fois moins, 100 fois moins, 1000 fois moins sollicités. Il n'y avait pas tous les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait moins le focus. La NBA était moins importante au sein de la société, j'ai envie de te dire, si je vais très très loin. Donc, c'était un match de plus où tu pouvais montrer que tu étais le meilleur. Alors, il y avait des bons All-Star Games, il y avait des moins bons All-Star Games, il y avait quand même, quoi qu'il arrive, un côté linéaire dans la performance. Les matchs étaient intéressants dans les souvenirs qu'on a, nous, des vieux All-Stars. Bon, il y avait toujours des trucs cool, tu vois. Moi, le dernier All-Star Game qui m'a fait kiffer, je pense que c'est 2003. C'est le dernier de Michael Jordan. Il y a une fin de match, il y a une prolongation. Alors, c'est pas un match de saison régulière, c'est pas un match de play-off. Mais je vois un basket qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. En 2020, ça avait un peu défendu avec le chiffre pour Kobe, voilà, tout ça. Déjà, on comprenait rien. Et puis, il y avait Kobe dans l'histoire. Mais tu vois, on en sort un comme ça, là. Ouais. On en sort un, voilà, bon. Ouais. Non, mais la grosse différence aussi, c'est que les joueurs changeaient moins d'équipe, tout simplement. Donc, en fait, il y avait aussi la fierté de dire, non, sortir de la conférence Est, c'est plus dur que de sortir de la conférence Ouest ou inversement. Et on va le prouver parce qu'on va gagner ce match-là. Et l'autre truc pour le public, c'est que nous, c'était quasiment la seule occasion de voir ces joueurs ensemble. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus commun. Tu dis, les mecs changent d'équipe, ce que je reproche pas, mais c'est plus du domaine du fantasme de se dire, mais qu'est-ce que ça ferait si Isaiah Thomas, Jordan et Larry Bird jouent ensemble? Il y a eu les super teams. Il y a les Team USA, il y a plein de trucs, t'as raison. Hein. Exactement, donc ça marche. Je pense que ça marche moins sur l'imaginaire des gens de se dire comment ils vont jouer ensemble et est-ce qu'ils peuvent gagner ensemble. Voilà, bon, on a très peu d'espoir sur ce nouveau format du All-Star Game. On verra quand même les audiences, puisque pour le coup, on en parlera tout à l'heure, mais la NBA Cup a été une bonne idée. Adam Silver a quand même des bonnes idées pour relancer les audiences de la NBA en général. On verra bien. Donc si cette équipe Rising Star, enfin l'équipe champion des Rising Stars, mettra du peps et s'il y aura Jared McCain, puisque le rookie des Sixers s'est blessé pour une durée indéterminée. Il s'est blessé au ménisque, déchirure. Il va être absent on ne sait pas combien de temps, alors qu'il était leader au point chez les rookies, 15,3 points, favori pour le rookie de l'année. Là, on a vu un nouveau classement. C'est donc Stephen Cassell qui est repassé devant lui après cette blessure. Les gars, c'est... J'ai envie de dire, ça fait chier parce que c'est le seul mec un peu stable chez les Sixers, c'est le seul mec un peu qui fait kiffer avec Gershon qu'on embrasse évidemment, et le mec se pète. C'est quand même relou.
Quelle tristesse. Bah, il y a deux trucs. Il y a déjà la tristesse des Sixers, là. Mais j'en dirai pas plus parce que de toute manière, s'il n'y a pas 4 blessés par match, l'équipe elle peut pas jouer au basket. Bon, et puis l'autre versant, c'est clairement le leader des rookies, le mec qui a fait un début de saison tonitruant, qui a beaucoup parlé. Il est très présent sur les réseaux, mais c'est moi le rookie de l'année et tout. Frérot, ça faisait 2 semaines qu'on jouait. Les gars, tempérez un peu vos propos. J'adore moi le trash talking. J'adore quand les mecs parlent, sont sur 2 et tout. Mais il faut faire 66 matchs pour être éligible. Bon bah les 66 matchs, je te dis, il les aura pas. Hein. Tu penses? Mais il a une déchirure du ménisque. T'as vu la photo qu'on vient de voir là? Si j'ai pas vu la photo, tu peux la remettre s'il te plaît? Non, c'est la vidéo où il se fait opérer, il l'a mis sur mais Instagram. Vraiment, ça c'est pas un mec qui va revenir en 3 semaines, ça. C'est Snoop Dogg. Ça c'est un mec qui a une déchirure au ménisque. Je sais pas, je suis pas médecin, je sais pas combien de temps ça va durer, mais il va pas revenir au 1er janvier en disant allez, oh let's go, je serai tourné à 15 points par match. Si on le revoit cette année, on a de la chance. On en est là. Belle petite Charlotte. Voilà, je pense à toutes les dames de la cantine. Quand je vois des petites Charlottes toujours. Bon, après, il sortait d'anesthésie, quoi. Il était un peu. Non, mais c'est d'accord, mais je veux dire, il vient de se faire opérer du ménisque. Dites-nous si vous êtes médecin. Je sais pas si t'as des avis là-dessus, mais opération du ménisque, c'est combien de temps? C'est plusieurs mois, ça. En tout cas, ouais, c'est la malédiction qui continue pour les Sixers. C'est toujours des joueurs. Voilà, dès qu'il y a un joueur qui tient à peu près la route, t'as l'impression qu'il se retrouve à l'hôpital 2 semaines plus tard. C'est dramatique. C'est cool pour Gershon parce qu'il y aaura des responsabilités offensives à prendre. Mais il sera tout seul sur le parquet, donc à un moment donné, il aura les ballons. Hein. À 2, tu peux jouer, hein, t'as 2 pour faire la remise en jeu, tu peux continuer de jouer. Mais bon, on rigole et tout, mais les Sixers vont remonter tranquillement et ils seront pas là du top 6 à la fin de la saison. Ça, attends, Joel Embiid c'est encore blessé quand même. Hein. Et alors ça change rien à ce que je viens de dire. Tu verras, ils vont finir pas loin du top 6. Et oui, on ressent cette belle conférence. Ouais, c'est pas grave, vas-y, tu peux le dire. Dernière news, elle pour le coup elle s'est pas pétée, elle a fait une très belle année, c'est Caitlin Clark qui a été élue athlète de l'année par le magazine Time. Voilà, elle a fait la couverture. Le magazine Time qui élit des athlètes de l'année depuis 2019. On a vu LeBron, on a vu Simone Biles, on a vu Lionel Messi, voilà, ça me revenait plus. Et donc, elle a été récompensée de son énorme année. On va le voir dans le tableau. Elle a fait une année très sérieuse. Bon, elle a terminé évidemment meilleur score all-time, rien que ça en NCAA avec Iowa. Elle a été rookie de l'année cette saison. Record au point, passes et 3 points pour une rookie, c'est un record encore all-time. 19 passes sur un match, c'est un record all-time. Record all-time du vote All-Star Game pour une joueuse WNBA, pas seulement pour une rookie. Et puis aussi un contrat all-time avec Nike, 28 millions sur une saison. Bon, elle a pété... pas 28, elle a signé un contrat de 28 millions. Elle a signé un contrat de 28 millions. Oui. J'ai dit quoi? Sur une saison, t'as dit. Ah oui, elle a signé un contrat de 28 millions, ce qui est un record pour une joueuse WNBA. Bon, elle a pété tous les records, elle a été exceptionnelle. En fait, il y a plusieurs... perdu le mot, mais... Non, c'est logique. Mérité. Ouais, c'est logique, c'est une fille à part... Elle a une hype qu'on n'a juste jamais vue dans l'histoire du basket féminin. Au-delà de son niveau, personne va remettre en cause son niveau. Franchement, elle est juste trop forte. Et on sent que le niveau de la WNBA, elle a réussi à s'y adapter malgré une équipe terrible et des bilans pas ouf. Donc, c'est une joueuse incroyable. Ce qui est dingue avec cette élection, c'est que la première année, c'était l'équipe des États-Unis féminines au JO qui avait été élue. Donc, on avait déjà eu des films. Là, c'est la première basketteuse donc qui gagne ce magnifique award pour les Américains. Et ça a déclenché une vague de commentaires dans un premier temps, de commentaires négatifs en disant, et elle l'a dit elle aussi, qu'elle bénéficiait de tout ce qu'on vient de voir là, pas parce qu'elle est super forte au basket, ça on est tous d'accord, mais parce qu'elle est blanche et donc il y avait le white privilege, etc. Et ça fait énormément parler aux États-Unis. Nous, de notre point de vue, on vient d'une autre culture et tout. Moi, je vois juste la basketteuse, qu'elle soit noire, blanche, ça change pas grand-chose. Mais la réalité des États-Unis, c'est que toutes les illustres prédécesseurs ont dit que il y avait d'autres filles qui avaient fait des grandes choses dans l'histoire de la WNBA, mais qu'elles n'avaient jamais eu des awards de cette envergure-là, et donc ça fait beaucoup parler. Elle en a parlé aussi, en disant que, écoute, c'était juste une gentille fille qui jouait super bien au basket, et tout ce qui arrivait comme ça, elle le prenait avec plaisir, mais que, elle se sentait pas représentante d'une cause en particulier. Donc elle a le bon discours, malgré tout. Les commentaires sont assez terribles, je trouve, quant à Caitlin Clark. Ouais, mais c'est fou. Moi, je trouve ça justifié parce que son impact sociétal, au-delà de son impact sportif sur le terrain dont vous avez parlé, son impact sociétal, il est indéniable, en fait. Elle a fait une hype comme il n'y en a jamais eu. Et donc, bien sûr que tu peux te dire, mais pourquoi il n'y a pas eu autant de buzz autour des joueuses qui ont été avant elle? Bien sûr, tu peux te le dire. Mais il n'y avait pas autant de buzz autour de Bill Russell qu'il y en a eu autour de Jordan. Non, mais voilà, ou même de George Michael. C'était pas le genre d'avant, tu vois. c'est pour dire que elle est pas à la cause de ça. Elle performe sur le terrain. Je trouve que
dans sa communication, elle est extrêmement habile. Oui. Elle a jamais accepté de se laisser prendre quelque part en effigie de toute cette espèce de communauté MAGA qu'il y a aux États-Unis, qui aurait été ravie d'en faire le fameux grand espoir blanc du basket. Elle était très maline. Elle a jamais joué non plus la carte de la victime quand au début de saison on disait les anciennes joueuses l'aiment pas, lui mettre des taquets. C'est jamais elle qui a même cautionné ce type de propos. Donc voilà, je trouve ça effectivement assez désolant en fait que le niveau du débat se place là. Je trouve qu'elle a été très bonne dans ce qu'elle a fait sur le terrain et dans sa com. Et moi, je trouve ça justifié. Et tant mieux si par la suite, ça devient lambda et classique qu'une joueuse de basket, quelle qu'elle soit, puisse être athlète de l'année. Ce qui est fou avec la NCAA aussi l'année dernière, c'est que le Final Four féminin était plus suivi et il y avait plus de hype même pour nous les Français que celui des garçons. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'elle est complètement hors norme, que c'est une basketteuse formidable. Ça, c'est quand même le truc qu'il faudra toujours dire. C'est une meuf extraordinaire. Vraiment sur les terrains de basket et que elle nous a fait qu'elle fait grandir son sport et la ligue. Vous savez que il y a beaucoup de franchises NBA qui ont été vendues parce que on réinvestit l'argent dans la WNBA. C'est le prochain gros lot des sports américains, des sports d'ailleurs mondiaux. Aujourd'hui, il faut mettre de l'argent dans la WNBA pour espérer faire du cash. Donc écoute, moi nous on est là, on est assis, je vois les commentaires de certaines joueuses, de la commissionnaire de la WNBA. Parfois, on tombe un peu des nues. Écoute, parce qu'on est aussi une autre culture, il faut le dire. Ah, parfois, on a du mal à comprendre. Mais bon, ce sont les Américains, ils sont comme ça. Bref, toujours pas de titre en tout cas en WNBA pour elle. Mais là, on va parler d'une équipe qui, elle, a remporté un titre. C'est les Milwaukee Bucks, c'est la NBA Cup. Et on fait le débrief tout de suite. Les Milwaukee Bucks sont donc les grands champions de cette deuxième édition de la NBA Cup. Ils sont venus à bout du Thunder 97-81 dans une finale où, comme il faut le rappeler, ils n'étaient pas favoris notamment chez les bookies. Et grâce à un énorme Giannis Antetokounmpo en triple-double, 26 points, 19 rebonds et 10 passes. Les gars, on est obligé de commencer par féliciter cette équipe des Bucks qui a été exceptionnelle sur cette NBA Cup. Ouais, ils ont été. T'as dit le terme exceptionnel et ça commence par Giannis. Franchement, moi, j'ai été époustouflé par sa férocité en fait. À chaque match, dès la première seconde, le mec, j'avais l'impression de retrouver le Giannis des finales NBA remportées par Milwaukee. Et il a un impact physique, un impact dans le jeu qui est phénoménal. Et honnêtement, je trouve ça. J'ai trouvé ça dingue en fait de le voir à ce point concerné, concentré durant tout ce Final Four de la NBA Cup. Et quand il joue comme ça, c'est. Je ne sais même pas quelle est la solution en fait. Il y a des solutions collectives, mais individuellement, je vois pas ce que tu peux faire quand il est déterminé comme ça. Ce qui est marrant, Thomas, c'est que dans la preview de lundi, on disait on voit pas qui vont pouvoir envoyer sur Giannis. On était un peu inquiet pour OKC. C'est d'ailleurs pour ça que tu disais que les Bucks allaient être champions. En fait, on a eu la réponse. Ils ont pu envoyer personne. Ce qui est fou, c'est que ils affrontent la meilleure défense de NBA. On était tous plutôt d'accord après ce qui s'est passé face à Dallas et comment Luka avait été mis dans la poche de la défense du Thunder. On se disait écoute, ils vont régaler. Le problème, c'est qu'ils manquent de taille, ils manquent de puissance pour défendre sur le mec le plus puissant de toute la NBA. Il a décidé cette année de recentrer son basket vraiment dans la ligne à 3 points, voire dans la peinture. Donc on voit plus de mid-range, mais on voit aussi une domination assez exceptionnelle proche du cercle. Il est dans des standards à la Shaquille O'Neal des années 2000, donc plus de 20 points marqués dans la peinture, plus de 11 lancers francs tentés par match de saison régulière. Il est dans une domination proche du texte, violente, limite, j'ai envie de te dire, qui paraît absolument indéfendable, malgré beaucoup de profils différents au KC, des petits, des grands, des costauds, des machins, des Lou Dort, des Caruso, des qui tu veux. Y a, en fait, même les prises à deux, t'as rien à faire. Le gars, il fait un spinning de fond, boum, il y a un mec qui le tape, ça lui fait rien, il finit avec des lay-ups et un lancer franc bonus. Il a été, t'as raison, ultra physique, ultra dominant et ultra leader. C'est aussi ça l'un des grands trucs qu'on peut dire de cette NBA Cup, c'est que ils ont mal commencé. Ok, ça on le sait. Il était très affecté. On se souvient tous de ses limites, de ses larmes là après le match, après un match perdu ou gagné, je sais plus. Et il a dit bon, je vais être le leader, le capitaine, je vais vous emmener. Il a emmené tout le monde au point d'aller gagner un titre et des célébrations qui resteront aussi à la Milwaukee et à la Giannis, puisqu'ils ont rien célébré les mecs. Ils ont pas servi le champagne. L'année dernière, c'est ouh. Là cette année, vous avez vu les photos et tout. Je fais ouais, les mecs célébrez un peu. L'avantage c'est qu'ils ont vu où ça amenait les Lakers. Voilà, parce que Darvin Ham surtout a dit ça sert à rien de célébrer les mecs parce qu'après il y a le contre-coup qui est terrible. Darvin Ham, GOAT de cette NBA Cup, champion avec les Lakers et là il est champion en tant qu'assistant avec les Bucks. Il a plus qu'à gagner en tant que joueur. Avec Taurean Prince. Avec Taurean Prince, bien sûr, Taurean Prince. Ils leur ont fait très très mal à l'intérieur sur le match. On parlera après des enseignements, mais
OKC devait répondre par le shoot. Finalement, il passe complètement à côté. J'ai les stats, 5 sur 32 à 3 points, 1 sur 17 à la mi-temps. Théo, c'est juste ils sont passés à côté de l'événement ou c'est l'inexpérience qui est rentrée en jeu? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une maladresse collective comme ça qui est. Je suis pas sûr que OKC va avoir beaucoup de matchs où ils rateront tous leurs tirs. Ce qui est sûr, c'est que la défense de Milwaukee a quand même leur a rien laissé de facile. Et après, on sait tous comment c'est avec l'adresse extérieure. C'est autant quand tous tes gars commencent à marquer, bah toi tu sais que tu vas marquer, t'es dans une espèce de spirale de confiance. Là, c'était tout l'inverse. Et je pense aussi, peut-être on pourrait y revenir, mais cette finale de NBA Cup qui se joue à Las Vegas, avec quasiment pas, voire ou quasiment aucune ambiance. Bah, quand tu mets pas dedans, c'est dur aussi. Tu vois, t'as pas l'adversité du public qui est prêt à te huer. Ouais. Et toi, tu veux dire, attends, je vais le marquer, je vais vous faire. Ou le soutien de ton public. Exactement, t'as exactement. raison. Et c'est pas si simple que ça. Mais après, je veux rien enlever à la défense de Milwaukee qui a été excellente sur tout ce match. Ouais, là, je te rejoins, c'est que c'est beaucoup de crédit à Milwaukee. Ils ont fait les 3 matchs, quart de finale, demi-finale, finale que j'imaginais. Ouais. Physique, costaud, grand. Densité dans la raquette, Giannis dominant, Damian Lillard de clutch quand il faut, de l'adresse aussi quand il faut. Ils ont même pas eu besoin de Middleton qui a pas joué cette finale. Et OKC, ils sont tombés exactement dans le piège d'une équipe d'expérience en face. Donc, toute l'adresse là, l'histoire de l'adresse, pour moi, c'est une conséquence de ce qu'a bien fait Milwaukee. Plus qu'ils sont passés à côté parce qu'ils sont jeunes et tout, ça on va en discuter après, mais ils ratent parce que ils sont bien défendus, parce qu'ils ont pas un lay-up, parce que chez Gilgeous-Alexander, il a des pourcentages catastrophiques, on n'arrête pas de dire que derrière Jokic, c'est lui le MVP, etc., etc. Il a pas fait un match de MVP, hein. Il rate complètement et c'est le seul à un moment donné qui arrive à mettre des paniers, mais on le sent pas du tout peser sur le match qui est assez rare pour un joueur aussi fort que lui. Et tous les seconds couteaux derrière de Casey n'ont pas réussi à concrétiser les espaces, en fait, laissés par la défense des Bucks. Quand je dis les espaces, c'est on vous laisse ça, prenez-le, mais si vous prenez pas, vous allez vous faire détruire. C'est exactement ce qui s'est passé. 81 points marqués, c'est une catastrophe. Hein. 81 points marqués par une équipe aussi forte qu'OKC, qui a autant d'alchimie, d'allant, de kiff et tout. Ils sont passés à côté dans les grandes largeurs, clairement. C'est Doc Rivers qui a dit qu'en plus, ils étaient dégoûtés de ne pas les avoir tenus en dessous de 80 points. Donc c'est assez fou. Ouais, ça fait kiffer ça. T'as l'objectif, on est finale de NBA Cup. En fait, ils vont finir le match moins de 80 points. C'est la meilleure équipe de toute la NBA avec les Cavs et les Celtics. J'aime ce genre d'objectif, pas mal, Doc. Ouais, on reviendra sur Shea évidemment dans les enseignements côté Thunder. Juste avant d'aller sur les enseignements des Bucks, on parle vite fait de Doc Rivers. Il a pris un titre, ça lui rajoute 20 ans de carrière du coup. Oui, certainement. Mais c'est fou. Il sait fructifier un titre au maximum. C'est un flipper, lui. Il retrouve toujours quelque chose avant de. Oh, c'est incroyable. Il faut créer des compétitions pour lui, donc il doit être content. Non, mais là, au-delà de la blague, on peut quand même dire que Doc Rivers a fait ce qu'on attendait d'un coach des Bucks, c'est faire donner une direction à une équipe, jouer sur ses points forts et gagner. Et voilà, c'est pas un titre NBA, mais c'est quand même le premier titre de la saison. Et ils sont allés le gagner avec un Doc Rivers qui a réussi à un moment donné, 2 semaines après le début de la saison, après un training camp de 3 semaines, on se demande un peu ce qu'ils foutaient avant ça, mais ils ont réussi à construire une équipe avec une identité. Donc, moi, je mets toujours du crédit au coach dans ces cas-là. Ouais, je suis d'accord, parce que moi, je suis vraiment pas forcément un fan de Doc Rivers, mais il faut reconnaître le travail qu'il a fait, notamment stratégiquement, le fait de replacer Giannis au niveau de l'elbow, là. C'est quelque chose qu'il avait jamais fait par le passé, et ça ouvre des possibilités énormes. Et dans ce match-là, c'était hyper criard, parce qu'en fait, Milwaukee a réussi à imposer son rythme dans le jeu, à ralentir le tempo face à cette équipe d'OKC qui génère beaucoup de points grâce à leur défense en générant du jeu rapide. Milwaukee a ralenti le tempo et le fait pour Giannis de jouer de l'elbow, ça lui permet à la fois de voir ce que fait la défense, de pas se laisser trapper par les prises à 2 et en même temps il a un dribble du cercle avec ses capacités athlétiques et puis de puissance. Et ça, c'est vraiment un ajustement qu'il faut mettre au crédit de Doc Rivers. C'est vrai que ça paraît rien, je suis tellement d'accord avec toi. Ça paraît rien, mais là, on est tellement dans l'ultra-précision en NBA. C'est aussi le cas en Europe, en Euroleague, hein, mais en NBA, t'as tellement de possession, tu connais tellement bien les capacités des joueurs, leurs habitudes, et dans les espaces dans lesquels ils seront les meilleurs, où nous, tu regardes un match, t'as l'impression que les mecs tirent un petit peu comme ça, ici ou là, mais en fait, Giannis,
qui prennent la balle de haut panier ou face au panier, à 45, poste bas ou sur le elbow, sur la ligne des lancers francs, ça change absolument tout pour lui-même, pour placer ses grands appuis à droite ou faire ses spin moves. Il fait un nombre de spin moves par match, c'est abusé et ça passe à chaque fois. Ou t'as raison pour éviter que y ait un mec qui vienne le prendre à deux, sur une prise à deux, lui chipper une balle. Là, t'es face au jeu, il y a un mec qui vient à deux, t'as des passes et maintenant c'est à la défense d'enchaîner les rotations, etc. Et t'es forcément battu sur les close-out. Donc là où je te rejoins, c'est que c'est tellement, ça a l'air de rien, mais en fait c'est d'une précision qui change tout le jeu des Bucks. Puis Giannis a progressé de ouf à la passe et au QI. Il a toujours été bon passeur. Moi ça. Ouais, mais là il a depuis toujours été bon passeur. 2 ans. C'est un forceur. Non, mais depuis 2 ans, il a plus de 6 passes. Ouais, mais moi je pense que ça c'est en fonction des ballons et du jeu, enfin de la manière dont tu joues. Mais il a toujours été très bon passeur. Le gros problème de Giannis, c'est que c'est un gros bourrin. Et quand t'es un gros bourrin, bah t'as 3 fautes offensives, 2 gros bourrins et on retient que ça. Mais en fait, il a toujours été bon passeur. Franchement, honnêtement, on peut pas lui enlever ça quand même. On va pas lui enlever. Dernier crédit, moi, pour Doc Rivers, c'est aussi crédit à la hiérarchie, parce que je trouve qu'il a réussi à hiérarchiser cette équipe. On sait que c'est pas facile avec Giannis et Damian Lillard, et je trouve que sur cette NBA Cup, c'était très lisible de voir que, évidemment, Giannis c'est le numéro 1, mais que dans les moments chauds, papa Lillard, il avait les ballons. On l'a vu contre Orlando, c'est lui qui les tient dans le match et qui les fait gagner. On le voit sur cette NBA Cup. J'ai beaucoup aimé cette hiérarchie qui aujourd'hui est claire, non? Ouais, non, mais pas pour toi. Elle est pas aussi claire que ça. Non, elle est claire, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de doute. En fait, c'est à partir du moment où Lillard est arrivé, il l'a dit le premier, c'est l'équipe de Giannis. En même temps, c'est la franchise de Giannis, c'est sa ville, c'est son état, le truc. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de débat là-dessus. Là, le souci d'avant, c'est que l'équipe défendait pas. Là, on sait que Lillard, il faut qu'il soit bon dans les fins de match. Ouais. On sait qu'il faut qu'il joue avec Giannis. Ça, c'est la grande différence. Plus que la hiérarchie, c'est remettre le duo au centre de ton attaque. Donc, jouer beaucoup de pick and roll, jouer des 1 contre 1, que les deux se trouvent ici ou là. L'année dernière, on a beaucoup parlé de ça, ils n'arrivaient pas à se trouver. Là, la différence est plus sur le nombre de jeux à deux que Doc Rivers a réussi à mettre en place. On peut aller sur les enseignements chez les Bucks, donc après cette NBA Cup et cette victoire en finale. On a mis 4 enseignements. Évidemment, le premier enseignement, c'est la défense, la dureté et la taille. Finalement, tout l'ADN qui a fait qu'ils ont été champions en 2021. On a retrouvé une équipe de Milwaukee très dure, très appliquée en défense. Et finalement, si tu n'as pas des réponses physiques à leur apporter, et bah, tu te prends souvent une doudoune. Ouais, moi j'ai trouvé sur la défense, là, j'ai trouvé le André Jackson Jr., ce qu'il a fait sur chez Gilgeous-Alexander hier. J'ai jamais vu quelqu'un à présent réussir à le faire. C'est un défenseur vraiment extraordinaire, et l'une de ses grandes forces, c'est parce que souvent on parle de physique, de vivacité, etc. Moi, c'est sa capacité à rester dans ses appuis, en fait. Il a pas pris sur les feintes de tir, les feintes de shoot de Shai. Il a pas pris sur les spins, alors que c'est un joueur qui est très dur à lire chez Gilgeous-Alexander. Et ce qu'a fait André Jackson Jr. durant le match hier, mais ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est exemplaire. Et effectivement, quand on parlait d'enseignement, je pense que Doc Rivers a trouvé ses rotations. La question, ça va être de voir maintenant dans quel état de forme ils peuvent espérer vraiment que Chris Middleton revienne, et à ce moment-là, comment le réincorporer dans tout ça. Mais je pense qu'effectivement, Doc Rivers et son staff ont réussi à trouver une formule, en fait, et des rotations qui fonctionnent pour l'instant. C'est bien que tu parles de ça, parce que le grand enseignement pour moi, d'un point de vue rotation, c'est ils ont enfin trouvé 2 ailiers à ajouter aux côtés de Lillard pour défendre. Ça, c'est... on le dit depuis le début, hein. Lillard, c'est un bête d'attaquant, mais défensivement, oui, c'est clairement pas le meilleur, c'est pas Jrue Holiday. J'apprends rien à personne en disant ça, mais quand on a vu dans le début de saison, Gary Trent Jr. est dans le 5 majeur, défenseur médiocre. Quand tu as vu par moment Pat Connaughton être mis vachement en avant sur des trucs défensifs, on voit A.J. Green qui aussi est dans la rotation. La grande différence, c'est d'avoir Taurean Prince qui est un vrai bon 3&D de NBA aujourd'hui, et donc Jackson Jr. qui va se taper vraiment les sales besognes. Et on en est à un point où ils ont même pas besoin que les autres du 5 majeur soient bons en attaque pour être performants. Et c'est ça, faut dire bravo à Doc Rivers d'avoir responsabilisé un mec comme Jackson Jr. L'année dernière, Adrian Griffin l'avait fait jouer, il l'avait mis dans la rotation. Après, Doc Rivers l'avait un peu enlevé, on n'avait pas trop compris pourquoi. Là, il est dans le 5, il est responsabilisé, ça change absolument tout pour l'équipe. Il y a des bons défenseurs arrière, il y a des bons défenseurs à l'intérieur. Brook Lopez, là, il s'y est remis sérieusement avec Giannis. Là, ils sont tous les deux dans le top 15 des meilleurs contreurs de la saison. Donc, quand je vais au lay-up, relou, quoi. Ouais, ça fait 5 ans, mais tu vois, autant Brook Lopez, il n'y a aucun doute, c'est un super défenseur, autant Giannis,
Et ils étaient un peu relâchés ces derniers temps. Hein, tu vois, ils étaient un peu relâchés. Et puis là, il a remis l'église au milieu du village. Ah, regardez, je prends ce tableau défense retrouvée. C'est la très. Alors, il faut aussi comprendre qu'au début, avec leur début de saison, ils étaient très bas dans les ratings. Donc, ils sont bien lancés. 13e défense NBA au rating, donc avec 112,3 points d'encaissés. C'était la pire défense NBA donc en début de saison. 7e équipe au contre avec Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo dans le top 15. 6e meilleure défense dans la peinture, donc on en parlait. Et puis 4e meilleure défense sur les seconde chance. Oui, très dur de prendre un rebond à cette équipe de Milwaukee. Il défend sur qui là, Giannis? Je connais pas ce joueur. C'est qui le mec? J'ai même plus vu la photo, c'est qui? C'est vrai, mais un mec là, je sais pas. C'est qui ce mec là? Je connais pas. Ah, je sais pas. Il avait du bounce à un moment. Ah ouais. Et puis après, il a perdu les genoux. Quelque chose. Il a perdu les genoux. Donc ils sont revenus sur des bases primaires du basket. Hein, la dureté. On va voir le deuxième enseignement, qui est aussi un enseignement assez basique, mais en fait, il est important. C'est si Giannis est à 100%, cette équipe de Milwaukee, elle est dure à prendre. On l'a vu en playoff l'année dernière. Il n'était pas à 100%, mais là, on l'a vu sur cette NBA Cup, dans les matchs à coup près comme ça. Wow, si t'as Giannis, bon courage en face. Mais tu sais, moi je trouve que ça remet vachement en perspective les 2 dernières joutes de playoff. Vraiment, on en parle beaucoup avec Erwan et on le dit, hein, quand les Bucks se font sortir au premier tour, c'est un échec. Quand ça arrive 2 fois de suite, c'est un véritable échec. Les Pacers l'année dernière, c'était une grosse surprise. D'un point de vue, vraiment, si tu prends le big picture. L'année d'avant, on se souvient, c'était contre Miami avec Jimmy Butler et tout, incroyable. Mais les 2 choses qui étaient à mettre en avant, et moi je ne cesse de le dire, c'est que contre Miami, Giannis ne joue pas, il revient en cours de saison, il est blessé, il peut pas jouer, le mec il est cata. Et puis là, contre les Pacers, il joue pas, Giannis. Ils se font sortir 2 fois au premier tour. Donc oui, les meilleures équipes, quand ils perdent leurs meilleurs joueurs, forcément, elles sont moins fortes. Donc avoir Giannis à 100%, c'est tout l'enjeu de la saison. Il a l'air d'être au top, focus, physiquement prêt à combattre et tout ça. Faut que ça perdure. Il faut que Giannis soit à 100% au mois d'avril. Et si c'est le cas, si Middleton aussi est bon, bah ouais, clairement, les Bucks feront partie des meilleures équipes de la conférence Est. Bah physiquement, de toute façon, est-ce qu'on voit un gars plus dominé dans la ligue actuellement? Physiquement, hein, parce non, mais bon, il faut qu'il joue les matchs. Mais... Il a pas joué les matchs les 2 dernières années, tu vois. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Non, mais physiquement, honnêtement, la seule comparaison que j'ai, moi, c'est avec Shaq. Hein. Ils ont pas du tout le même jeu, mais ouais, j'ai jamais vu de joueurs dominer autant par leur impact physique. Wilt, tu l'as pas vu? Oui, mais je l'ai pas vu, mais c'est exactement ça. C'était policier à l'époque. Horrible. C'est ça. Le League Pass fonctionnait moins bien à l'époque. En 1G. Mais ouais, non, mais c'est fou. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, ce que je trouve incroyable avec Giannis sur ce début de saison, même quand ils étaient dans le dur, c'est que dès la première seconde, il est en maximum d'intensité tout de suite. Et voilà, c'est la marque d'un mec qui veut rattraper le temps perdu, qui veut aller loin. Et puis pour moi, c'est un des meilleurs dans la communication, dans la presse, dans les conférences de presse avant et après match. Je trouve qu'il est très bon, il est très juste. C'est un vrai leader vocal et je trouve que faut quand même le souligner parce que mine de rien, tu mets toute ton équipe dans une atmosphère de cette NBA Cup. Il l'a pris sérieusement par rapport à Jalen Williams qui disait oh ouais, ils ont gagné de l'argent, ils doivent être contents. Mais évidemment que l'argent c'était pas important pour Giannis, mais il l'a dit pour les two-way contracts, pour les petits jeunes qui ont besoin d'argent. Je sais pas, il a réussi à mettre toute son équipe dans une bulle et pour ça chapeau. Les 2 derniers enseignements, je trouve qu'ils se rejoignent. Il y a évidemment Damian Lillard dont on a déjà parlé et la capacité à sublimer de cette équipe. Finalement, ça se rejoint parce que Lillard est capable de sublimer et cette équipe, on l'a vu en fin de match. Ils sont quand même très très bons en fin de match, cette équipe de Milwaukee. Là, on voit les stats de Damian Lillard à 23 points donc sur la finale. C'est une équipe qui est capable de passer un step dans les grands moments. Ouais, parce qu'elle a beaucoup d'expérience et que vraiment sur la finale, c'est ce qu'on a ressenti. Il y a une équipe qui est très expérimentée, qui sait jouer des matchs coup près, qui arrive à faire de bonnes entames, à remettre un coup quand il faut. Et donc là, c'était le 3e quart-temps, à avoir des standards de défense et d'intensité très très hauts. Ça, c'est l'expérience qui permet de pas flancher dans les moments importants. Mais moi, je le dis vraiment très honnêtement, et c'est pour ça que j'en faisais mes favoris il y a plus d'une semaine déjà lors du quart de finale, c'est que je vois encore OKC comme une équipe perfectible dans ces grands moments. Là où eux, s'ils sont à 100%, et il n'y avait pas Middleton. Ouais. Je les vois avoir leur leader. Donc quand je dis leur leader, c'est Giannis, Brook Lopez et Lillard. En termes d'expérience, c'est limite le meilleur trio de la NBA. Tu vois, en termes de nombre de matchs joués, etc. Donc j'avais pas de crainte sur le fait qu'ils feraient 3 bons matchs pour être champions. Ils ont fait 3 bons matchs. Ils ont même réussi à faire leur meilleur match en finale de cette Cup. J'arrive juste à ça que quand tu défends autant,
T'as pas besoin d'avoir une attaque exceptionnelle. Ils ont pas une attaque exceptionnelle, ils ont une attaque qui joue sur les points forts, qui fait mal dans les bons moments et qui arrive à trouver de l'adresse grâce à leur talent. Bon bah voilà, c'est exactement comme ça que tu gagnes des titres en NBA. D'ailleurs, là, on donne que des qualités, mais mine de rien, de cette NBA Cup, il y a quand même quelques limites, j'imagine, qui ressortent côté Bucks, parce qu'on les voit pas non plus devenir champion NBA tout de suite. Et pourquoi pas? Tu les vois après cette NBA Cup être champion NBA? C'était favori? En tout cas, je pense que dans la tête de chacun, tu vas me dire ce que t'en penses, bah, ils se sont rapprochés de Boston comme peu d'équipes. Cette saison, s'est rapproché. Je suis désolé aux fans des Cavs, hein, mais si demain il y a une série entre les Cavs et les Bucks ou les Knicks et les Bucks, si je dois mettre 100 €, c'est sur les Bucks que je les mets. Pardon, juste Thomas, moi la seule limite c'est que là c'était des matchs, donc un match à chaque fois. Une série, tu peux t'adapter. Et tu l'as dit, c'est un peu stéréotypé leur attaque. Donc si tu t'adaptes à un moment donné sur une série, ça peut être plus compliqué sur les Bucks. Tu t'adaptes, oui, mais comment tu réponds au côté physique? Côté physique, tu vas pas aller à la muscu entre 2 matchs. Hein. Non, mais c'est ça le souci, hein, c'est que t'as raison sur le principe, hein, mais ils ont gagné comme ça. Okay. Je veux dire, cette recette a déjà fait ses preuves. Contrairement aux Knicks, contrairement aux Cavs, et il y a que le Boston qui a une recette qui a déjà marché. Ouais, moi je suis un peu plus frileux quand même, parce que j'ai quand même le sentiment que cette équipe a un peu de talent quand même pour pouvoir vraiment aller aussi loin que ça. J'attends de voir. Hier, c'était intéressant aussi de voir Damian Lillard, sa manière de générer des points. Il a mis des paniers à 3 points durs à des moments très importants pendant le match qui ont vraiment permis de séparer Milwaukee. C'est normal, à l'âge qu'il a avec son physique. Il a plus tout à fait la même vivacité. Par contre, tu vois qu'il est au sommet de son art, je pense, en termes de compréhension de ce qui se passe. J'aime beaucoup quand il joue des pick and roll très très haut avec Brook Lopez, parce que derrière, ça lui donne suffisamment d'espace pour accéder au cercle, aller provoquer des fautes. Donc tout ça pour... Qu'est-ce qui te rend frileux du coup? Parce qu'on vient de voir. J'ai l'impression que ça manque un peu de talent en fait, vraiment quoi, de talent offensif. Ouais, tu vois l'apport de Bobby Portis et tout ça. Ouais, Bobby Portis, voilà, il fait une saison qui est quand même... Il a des hauts et des bas. Bon, là, il était bon, il est très bon quand ça compte. Voilà, et c'est vrai que j'ai aucun doute sur le fait que Giannis, s'il est sur le terrain, il sera exceptionnel en playoff. J'ai aucun doute là-dessus. Damian Lillard, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera bon, mais j'attends de voir quand même, parce que je trouve qu'il a quand même perdu, ce qui est normal. Hein, il a baissé un peu de pied. Les autres, j'ai pas tant de garantie que ça. Tu vois, un mec comme Pat Connaughton, donc j'étais fan il y a 4-5 ans. Oui, il est sur le déclin, ouais. Il a vite plafonné avant d'aller sur le déclin. Ils ont AJ Green qui est dans ce rôle de shooter arrière, là. Mais qui est encore très jeune. C'est vrai. Donc, tu vois, je me dis sur qui vraiment tu peux compter. Chris Middleton, on sait pas encore vraiment dans quel état. On sait pas en fait qui est Chris Middleton en 2024-2025. Tu vois, quel est son niveau. Un joueur blessé. Oui, voilà, un joueur blessé. S'il finit par revenir, même, est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'il retrouver le Chris Middleton d'il y a 2-3 ans? J'en suis pas sûr en fait. Donc, c'est là-dessus que je suis un peu plus frileux. Alors, si on fait un ordre, et tu vas me dire toi aussi, Tom, est-ce que par rapport aux Cavs, on met les Celtics en haut, les Cavs et les Knicks, qui sont les... Si vous voulez mettre le Magic au complet, si vous voulez, tu places où les Bucks? C'est une super question parce qu'en fait, les Bucks sont largement le meilleur joueur des 3 équipes. Mais par contre, tu vois, Cleveland, je trouve qu'il y a quand même plus de talent. Il y a plus de talent du côté de Cleveland. Je pense que c'est peut-être l'équipe que je verrais la meilleure des 3 que tu me donnes. Mais après, voilà, ça se trouve, c'est un feu de paille et ça sera comme toutes les belles histoires de saison régulière et en playoff, ils tapent dans le mur. C'est tout à fait possible. Mais sur le papier, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Tu parlais d'adaptation, Tom, tu vois, plus de capacité à s'adapter du côté de Cleveland et de proposer des choses différentes que du côté de... Et ils ont des mecs pour s'opposer à Giannis pour le coup. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je mets Boston, je mets Cleveland qui, pour le coup, a de la viande à envoyer sur Giannis. Et par contre, les Knicks, je les mets en dessous parce que là, on a vu quelqu'un pour défendre Giannis du côté des Knicks. OG et Towns, écoute. Hein. OG, mais le problème, c'est que le second rideau, c'est 4. Donc là, ça devient un peu... Donc tu les mets où, toi, du coup? Tu les mets Cavs quand même... deuxième force à l'Est encore, là. Je les mets demi-finale de conf. Donc les Bucks ne vont pas en finale de conf. Ok, non. Très bien, ça me va. Je note. Écoute, tu peux noter. Où iront le Thunder? On passe évidemment aux enseignements de OKC. Le premier enseignement, évidemment, c'est que finalement, cette équipe qu'on pensait très en avance et qui est en avance, qui est première aujourd'hui à l'Ouest, est encore dans un process d'apprentissage dans les grands événements. On l'a vu sur ce match, les gars. Je m'attendais pas qu'il fasse aussi jeune, cette équipe du Thunder. Et là, à l'image un peu de Shea, qui a été un peu nonchalant, pas tellement leader dans cette finale, et je les ai trouvés un peu jeunes, les jeunes loups. Ouais, il y a de la déception en fait. Hein. Non, les jeunes chiens, c'est des chiens. Ouais, c'est des chiens, la meute là. Mais en fait, moi j'ai été déçu par ce qu'ils ont proposé en fait. En termes d'intensité, ils sont pas abordés ce match comme un match de play-off, ce qu'il n'est pas, mais en tout cas une finale.
Là où les Bucks sont venus très sérieusement jouer au basket. Et j'ai eu de la déception parce que jusqu'au bout, j'ai envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre. On est tous sûrs que c'est une bête d'équipe. On est tous sûrs que Shea va être MVP. Enfin bref, on connaît toutes les qualités de l'équipe. Et ce qu'ils avaient montré contre Dallas, et même contre Houston, on se disait, franchement, ils ont tout en magasin pour la gagner, la Cup. Ils sont super forts, ils sont sur un allant et tout. Mais la jeunesse, c'est aussi de pas aborder les grands événements avec les meilleures dispositions. Et les meilleures dispositions, c'est défensivement, en attaque, le passing game. On n'a pas retrouvé cette équipe du Thunder qui nous fait kiffer. Marquer 81 points, c'est catastrophique, hein, sur une finale. Alors, ça peut arriver de passer à côté, pas dans les moments comme ça où tout le monde regarde. Tu dois faire un match à peu près dans tes standards. Là, ils étaient 3 tons en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est intéressant. En fait, je pense qu'il y a des enseignements à en tirer, mais je prendrais pas ce match comme étant vraiment représentatif de ce que peuvent donner les mecs du Thunder une fois en playoff. Parce qu'en fait, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient tellement sûrs de leur force que pendant presque les 3/4 du match, ils se sont dit non mais on est la meilleure équipe, il y a un moment ça va marcher, sauf qu'il n'y a aucun moment où ça marche, il n'y a aucun moment où ils trouvent de l'adresse. Il y a des choses qui étaient intéressantes, notamment tout le début de la deuxième mi-temps, c'est pas Shea qui a les ballons, c'est Jalen Williams, et Shea est décalé complètement presque en finisseur ou en leurre pour fixer la défense. On a vu que ça n'avait pas vraiment fonctionné parce que Jalen Williams, qui est super joueur, je pense qu'il n'est pas encore à ce niveau de créativité et de création qui est celui de Shea, surtout face à une défense comme celle de Sur demi-terrain, Milwaukee. c'est plus dur. Ouais. Voilà, exactement. Donc, mais ça, c'est aussi un coup de coaching. Tu le tentes sur un match. Si c'est une série en 4 matchs gagnants, tu dis bon, bah ça marche pas. Et derrière, tu passes au plan B. Et effectivement, ce qui a manqué, franchement, là où je vous rejoins sur la jeunesse, peut-être, c'est qu'il n'y a pas eu le sentiment d'urgence. Milwaukee, encore une fois, dès la première seconde, Giannis il a donné le ton et c'est dès la première seconde que le match il se gagne. Il était à pleine intensité dès le départ. J'ai trouvé qu'OKC était un peu nonchalant et qu'ils n'ont pas saisi que c'était là que ça se jouait. Est-ce que c'est la faute des joueurs ou est-ce que c'est la faute de Marc Daigneault ? Marc Daigneault a dit que c'était de sa faute. Hein. Mais il a raison. Moi, je crois vraiment. Évidemment, on va me sortir le seul exemple où c'est l'inverse, mais c'est le coach qui prépare mentalement son équipe. Le discours, la manière, la précision des plays, de comment on prépare un match, ça doit toujours venir du coach. Tu peux avoir un grand leader comme Giannis Slay, voilà le contre-exemple, il est peut-être là. Ouais. mais je crois vraiment que Marc Daigneaut a montré que lui aussi était un jeune coach. Il le dit, hein, quand votre équipe ne met que 14 points dans un quart-temps, la première chose que vous devez regarder, c'est un miroir. Nous sommes une équipe assez bonne pour pouvoir créer des tirs, donc je prends cette défaite pour moi. J'ai lu un autre truc qui était intéressant, et finalement qu'on ne se rend pas trop compte en France, mais c'était l'un de leurs seuls matchs sur TV nationale. Et les insiders en NBA disaient, mais en fait, pour le public, c'est presque la première fois qu'ils voient le Thunder jouer cette saison, et mine de rien, ça te rajoute une pression. Nous, on la voit pas trop. Je sais pas si eux, ça rentre en tête. Mais en tout cas, je peux dire que les joueurs de Ligue 1, quand ils passaient sur Canal le dimanche soir, tout le monde le savait. Non, mais je veux dire, c'est sans blague. Hein. Oui. Et tout le monde avait derrière les retours de tout le monde. Donc, moi, je pense qu'ils le savent. C'est leur gagne-pain. Ils savent très bien ce qui se passe. Donc, c'est aussi pour ça. T'as raison, c'est peut-être un surplus de pression qu'ils n'ont pas su gérer. Et je suis d'accord avec Théo, ça veut rien dire sur ce qui va se passer lors des playoffs 2025, hein, vraiment, au contraire, ils doivent s'en servir, mais ça montre quand même qu'ils sont encore trop jeunes pour les très très grands moments, comme l'étaient l'année dernière les Pacers face aux Lakers, où en fait, il n'y a pas eu vraiment de finale. Ouais, ce qui est marrant sur le discours des coachs, je sais pas si vous aviez entendu le discours de Doc Rivers avant le début du match, là, il était passé, et c'était assez marrant parce qu'il dit en gros, il dit bon bah si c'est eux qui frappent en premier, nous on doit cogner en deuxième et en troisième, et sinon on doit taper en premier, en deuxième et en troisième. Donc tout de suite, lui son discours il était uniquement sur ça, sur l'intensité, la dureté, rentrer tout de suite dans l'art de l'adversaire. On sait que Marc Daigneault c'est un des meilleurs coachs NBA, vraiment un super stratège, et je pense que lui aussi en fait il est en apprentissage, il enregistre des informations, et moi j'ai vraiment énormément confiance dans cette équipe qui a plein de ressources, et notamment qui a montré qu'elle avait la ressource de s'adapter en fait. Et donc ouais, je pense que je reste confiant. Hein. Ils vont s'en servir, quoi. Ouais. Voilà, on est plutôt d'accord. C'est ce qu'a dit Jalen Williams d'ailleurs. On finit avec les enseignements donc pour cette équipe de Casey. Évidemment, il y a un enseignement qui rentre en compte, c'est le retour primordial de Chet Holmgren. Évidemment, Hartenstein était trop seul, et ça rejoint le troisième, un manque d'adresse quand ça compte, c'est qu'à un moment donné, si tu les battais pas par la taille, il fallait les battre par le shoot. Il n'y avait pas de shoot, mais là la taille. Pas exactement. Ah ouais. Pour moi, c'est pas exactement ça. C'est parce que quand on dit la taille, tu sais, c'est juste avoir des joueurs, mais. Pour moi, là, je différencie complètement l'attaque et la défense. C'est qu'à un moment donné, en face, il y a Brook Lopez, Giannis, Bobby Portis. Ok, Hartenstein, c'est un soldat de l'espace. Il fait encore 16 points, 12 rebonds, début de match d'Hartenstein sur ses flotteurs, qui touche le seuil. Il est exceptionnel, il me régale. Le problème, c'est quand il sort, c'est Kenrich Williams qui joue 5. Donc quand on dit primordial, c'est qu'à un moment donné, pour s'opposer aux meilleurs joueurs, donc Nikola Jokic, j'allais dire Joel Embiid, et Giannis, admettons que ce soit mais on pourra en trouver beaucoup d'autres, Anthony Davis dans la conférence Ouest, il faut des mecs.
Il faut des mecs pour défendre, il faut des mecs pour prendre des rebonds, il faut des mecs pour faire des fautes. À un moment donné, Yanis, comment il va pas 20 fois sur la ligne? Il tire 11 lancers francs, je crois. Mais quand Caruso, il défend sur lui ou n'importe qui d'autre, il faut faire faute, envoyer sur la ligne. Et en plus, il est à 6 sur 11. Venez, on voit ce qu'il fait sur la ligne. Même là-dessus, ils ont pas été bons. Mais parce qu'il leur faut des mecs. Et donc, Chet, au-delà de son talent d'attaque et tout ce qu'il peut apporter, ils ont besoin de 2 mecs. Parce que l'année dernière, on s'en souvient, ils perdent aussi là-dessus. Parce qu'il y a personne derrière Chet Holmgren. Voilà. Oui, Contre les Mavs. il donne une autre dimension à l'équipe, en fait. tout Bien simplement. sûr, t'as raison. Donc voilà, le retour évidemment de Chet Holmgren, très important. Et la stat anecdotique, enfin paradoxale même, c'est que ça reste quand même la meilleure défense dans la peinture sur la saison, même depuis qu'il est blessé. Heureusement, hein. Donc ça, je trouve ça... Vous vous rendez compte comment ils sont fait détruire à l'intérieur, que c'est la meilleure défense de toute la NBA à l'intérieur? Bon bah voilà, vous avez compris, hein, il faut absolument qu'il revienne, le gars. On finit donc ces enseignements avec les cotes Winamax. On va aller voir si les cotes ont évolué avec donc cette victoire des Bucks en finale. Et bah pas vraiment, hein. Finalement, le OKC est toujours deuxième favori donc pour être champion NBA avec une cote à 5 et les Bucks sont 8e donc avec une cote à 25. On vous rappelle que Winamax est notre partenaire. D'ailleurs, si vous voulez participer et jouer un peu sur Winamax avec prudence, on vous invite à écouter cette petite vidéo de Thomas. C'est Magnéto. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà pour notre partenaire Winamax. Les gars, je vous pose la question à vous rapidement. Est-ce que pour vous, ça change votre vision pour les deux équipes sur aller au bout de cette saison? Oui, pour les Bucks. Je les mets, je vous l'ai dit, hein, je les mets très très haut et dans la conférence Est, je les vois avec les Celtics. Et ça change rien pour OKC qui sont toujours dans cette phase d'apprentissage. Je reste encore persuadé que je serais très surpris qu'ils soient champions NBA à la fin de la saison. Okay. Voilà, mais ça va dans ce sens-là. Ouais, bah, comme toi. Moi, pour OKC, ça change pas grand-chose. Par contre, Milwaukee, même si je les vois pas aussi haut que toi, ça me confirme quand même que c'est une équipe qui sera pas facile à manœuvrer. On va voir les commentaires que vous nous avez laissés sur les réseaux sociaux, donc sur les enseignements de cette NBA Cup. On vous a posé la question sur Twitter, sur Instagram, et on commence par Twitter. Pas de réel enseignement à tirer si on se fie aux résultats de l'an dernier. La finale ne reste qu'un match mi-décembre. Il y a encore 4 mois d'ici les playoffs. Presque tout peut changer. Cela dit, confirmation que les Bucks sont dangereux s'ils se sortent les doigts. On peut passer au suivant. C'est Julien qui nous dit: pour les Bucks, on voit qu'avec leur star et leur expérience, ils peuvent être une équipe de coups, capable de taper n'importe qui sur un match, à voir sur une série. Le Thunder voit le chemin qu'il reste encore à parcourir lors de matchs en jeu pour être contender en playoff. Super. Et puis le dernier commentaire, c'est 24 secondes. Trophée pas si ridicule que ça finalement. En tout cas, lorsqu'on arrive en phase finale, ça joue dur avec de l'intensité. Un retour en forme des Bucks et un Giannis niveau MVP qui porte l'équipe. Une franchise qui revient peut-être dans la course au titre. Et une belle surprise parce qu'on les avait complètement oubliés en début de saison. Voilà, j'ai peut-être envie de finir là-dessus aussi. C'est que cette NBA Cup nous a convaincus. Alors j'ai vu sur les commentaires, dans les enseignements, beaucoup disaient ouais, ça reste un trophée anecdotique, moi je prends pas ça au sérieux. Moi, ils ont réussi à me convaincre cette année. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, moi je peux comprendre le côté anecdotique du trophée. Voilà, là on voit le machin. Bon, dans une semaine on aura oublié. Mais les gars, ça change absolument tout pour la qualité des matchs. Hein. Ah ouais. Parce que quand on est début décembre, les matchs de saison régulière, en général, ils sont catastrophiques, les gars. Ils sont déjà dans leur routine. Tu vois, on est déjà, nous, en train de chercher les sujets de quoi on parle, on regarde un peu les séries et tout. Là, ça nous donne du bon basket, d'intensité. Il y a un truc autour de Vegas. Ça donne 2-3 jours aussi off pour les équipes qui sont pas qualifiées. Non, en termes de basket, ça donne des enseignements sur le terrain, plus que sur le folklore de la NBA. Ouais, moi j'aime beaucoup ce concept. Franchement, je suis assez fan du principe. Il y a deux choses quand même que j'aimerais... Il y a une chose surtout que j'aimerais que change. Je comprends pas pourquoi on garde le format Est-Ouest en fait. C'est l'occasion de mettre toutes les équipes dans un même bracket et de pas se poser la question et justement d'avoir des oppositions pour un titre entre deux équipes de la même conférence si besoin. Moi je trouve vraiment qu'il devrait changer ce format-là. Et l'autre truc sur l'intérêt auprès des joueurs, là c'est le début. Là où ça commencera à être intéressant, c'est quand une franchise en aura gagné 2 par exemple, ou on aura gagné 3, ou qu'un joueur en aura gagné, comme bon là c'est Taurean Prince, donc c'est un petit peu anecdotique, mais une fois que ça sera des stars qui pourront commencer à ajouter ça à leur fiche Wikipédia quelque part,
Moi, je serais pas étonné que ça commence à rentrer un peu plus dans le folklore et dans la culture. Et le dernier truc, c'est évidemment qu'on souhaite tous qu'à un moment donné, la NBA arrive à ce que cette finale soit avec des supporters des deux franchises. Ouais. C'est pas la culture, on le redira toujours. Le cortège là, les bus qui partent à l'autre bout de l'Europe pour supporter là dans ton quart de virage avec des trucs, on sait que c'est pas leur culture, mais ils ont besoin que cette salle vive. Et là, la salle, elle est terne au possible, elle est noire, ça a aucun sens. Donc mettez-moi comme la finale de Coupe de France de basket en France, là, tu me mets derrière, d'un côté les fans du Thunder, de l'autre les fans des Bucks, vous vous démerdez, vous mettez des places à $20, ce que vous voulez. Mais en tout cas, mettez-nous des bus de fans, là. Tu vois, c'est le seul truc qui manque. Vraiment, honnêtement, s'ils arrivaient à changer ça, eh ben, cette NBA Cup serait vraiment, vraiment très cool à suivre. Encore mieux, en tout cas. Ouais, ça deviendra clairement la Coupe de France. Hein. Et la Coupe de France est devenue un trophée très sérieux pour les équipes et c'est devenu aussi un tremplin pour les équipes intermédiaires et la NBA Cup. Après, la Coupe de France, elle a 100 ans aussi, donc. Oui, on laisse un peu de temps à la NBA Cup. On laisse un peu de temps à la NBA Cup. Bon, nous, on a déjà pris beaucoup de temps sur ce débat. On va aller très vite sur la palette. On va parler de Paul Reed. Non, c'est faux, de Cade Cunningham. Allez, c'est tellement rare de parler des Pistons, mais aujourd'hui on en avait envie pour faire plaisir à Wax évidemment, mais surtout parce que Cade Cunningham nous régale et on avait envie de le montrer en action. Absolument, l'un des meilleurs meneurs de la conférence Est qu'on aimerait voir All-Star Game. Il reste encore un petit peu de temps avant les premiers votes, mais on est sûr qu'il va faire partie des grands candidats. Allons-y tout de suite. On s'est fait un kiff sur un seul match, c'est le match que vous avez sûrement tous dû voir. C'est un match où il finit en triple-double avec son record à la passe, c'était contre les Pistons. On va commencer par le talent offensif de Cade Cunningham, grand meneur, un joueur générationnel, on se souvient, on disait ça. On va regarder cette première action sur du pick and roll simple, mais ça c'est vraiment, Théo, les actions qu'on adore. Et oui, Jaime Raquel Jr. en grande galère. C'est d'abord un meneur fort de l'un contre un, Théo, ce Cade Cunningham. Bah oui, c'est clair, c'est lecture de pick and roll classique. Hop, il a vu que son défenseur avait trop anticipé, bien derrière, puis... Voilà le talent dont tu parlais, le talent offensif, quoi. Et il faut absolument, pour exister médiatiquement en NBA, être capable d'être un peu flashy. C'est pas le genre le plus flashy, mais ce genre d'action peut te permettre d'être un petit peu plus connu du très grand public. Allez, deuxième action, on continue à se faire kiffer avec ce bon vieux Cade Cunningham. Donc, sur une action qu'on voit aussi très souvent, puisqu'il est grand, qu'il est très bon rebondeur, et qu'il est aussi super passeur. Voilà, belle action, belle finition aussi. On va se la remettre. Ça, c'est des actions qui paraissent simples, mais il n'y a pas 1500 joueurs qui sont capables de le faire. Le rebond, verrouillé, on est dans le deuxième quart-temps, et puis toujours cette vision de jeu. Je parlais du fait d'être meneur de jeu. Il a toujours la tête levée. La belle course dans les espaces aussi des Pistons, qui jouent des bons matchs cette saison, disons-le. Le petit stop, et là, c'est le moment lecture. Voilà, au fil de la nuit, la lecture de Cade Cunningham. Il voit la défense de Jimmy Butler, qui est clairement au fraise, et la bonne passe D là avec pour son coéquipier et une finition. Meneur de jeu, il faut être fort sur le scoring en NBA, mais il est capable aussi d'abreuver ses coéquipiers de passe D, Théo. Ouais, bah carrément, bah, c'est ce que tu dis, un joueur hyper complet, capable de scorer, passer, prendre des rebonds. Et puis là, la belle coupe aussi dans le bon timing de son coéquipier. Effectivement, tu parlais du jeu de couloir, c'est exactement ça, quoi. Puis c'est un mec qui va vite surtout. Hein. Il va vite, évidemment, dans la course, mais dans la prise de décision, dans la passe. C'est un mec qui voit beaucoup de choses. Clairement, vrai joueur de très haut niveau, bon, en même temps, il est en NBA. Et numéro 1 de draft. On enchaîne avec une troisième action de notre ami Cunningham. Toujours dans le même match, hein, je vous le disais. Et on va revenir sur ses qualités de 1 contre 1 aussi à Cade Cunningham, parce que ça, c'est des actions qui paraissent simples, parce qu'on les voit 1000 fois par match, mais en fait, c'est ultra difficile. Déjà, ces écrans-là, c'est Simone Fontecchio, à l'envers, on pourrait dire, quelque part, pour essayer de provoquer des switches. Ça switche pas en face, dans la défense de Miami, on switche pas forcément, mais par contre, il va se mettre dans une ligne de 1 contre 1 où normalement on n'y va pas. Et ben il va nous sortir une masterclass, le speed move, le défenseur qui tombe. Mais disons-le, là c'est le talent qui prévaut parce que l'espace n'était pas clair pour jouer le 1 contre 1. Bah ouais, c'est clair, même le défenseur fait pas un si mauvais job que ça, hein. Juste il se prend les pieds, mais derrière c'est ce que tu dis, quoi. C'est bonne défense, meilleure attaque. Là, il y a la version XXL, quoi. C'est clair, il y a un peu de ça. Cade Cunningham, on continue toujours. Je vous disais, c'est son record à la passe. Il a été exceptionnel face à Miami. Et ça, c'est des actions qu'on le voit aussi faire de plus en plus parce qu'il est grand, qu'il est costaud. Ça part déjà sur un pick and roll en tête de raquette. Et là, pour le coup, ça switch. Regardons déjà le spacing de l'équipe des Pistons. On va lui laisser le quart de terrain. Tout à l'heure, tu parlais du elbow. Bah voilà, ça fait partie de ces zones intéressantes. Jimmy Butler hésite à y aller, fait des petites feintes. Et lui, il le sent bien, ça, Cade Cunningham. Il joue l'avantage de taille. C'est Duncan Robinson. Non, c'est Tyler Hero, pardon. Et ces joueurs-là, ultra modernes, ils sont capables aussi d'avoir des moves de grands. Ça, c'est un hook shot.
de pivot, tout simplement. Ouais, exactement. Et puis là, en fait, la défense est obligée de respecter son talent de passeur. C'est pour ça qu'ils viennent pas à 2, parce qu'en fait, il y a des shooters à 3 points qui sont en très bonne position. Et non, belle lecture. Et comme tu dis, technique. Hors norme. Hein, Le mec, norme. il a tout en magasin, en fait. Ouais. Absolument. Et tu vois, c'est vrai que tu as raison, Jimmy Butler, il fait les petites feintes parce que c'est Tim Hardaway Jr. Et Tim Hardaway Jr., c'est un shooter. Ah ouais. C'est malheureusement que ça maintenant. C'est dommage. Dernière action de mémoire. Non, on a fait les 4. Ah, on a fait 4. Il n'y en avait pas une 5e? Je crois que si. Ah, aux 5 actions, et alors on se régale. Bien aujourd'hui. sûr, mais Tom, wake up, bro. Parce qu'on vient de voir une action où il a fini et regardez. Qui c'est? Regardez, ben oui, on vous met l'autre action où cette fois-ci la lecture prévaut. On est toujours sur la même chose. Le pick and roll, c'est exactement la même action avec les mêmes joueurs intégrés. Jimmy Butler qui défendait sur Kate Cunningham, switch avec Tyler Hero. Le post-up joué, le 1 contre 1, bleu, blanc, rouge, s'il vous plaît, bien sûr. L'isolation, on est exactement dans le même mot, vraiment les mêmes espaces. Cette fois-ci, Jimmy Butler, il va y aller à fond, plein badin. Jimmy Butler va venir dans l'aide pour que Tyler Hero fasse une prise à 2 avec lui. Et là, il a tout vu. Voilà, le moment fil de la nuit continue. La bonne lecture, passe à terre. Ça, c'est le gratin. C'est pour le shooter, là, c'est vraiment gratin de Ce qu'on voit, c'est que c'est le début de match. Donc Jimmy Butler, là, se trompe. Et c'est pour ça que l'action d'avant, il s'était adapté. Et voilà, exactement. Et voilà. Donc, Kate Cunningham, joueur, j'allais dire à suivre. Non, vous connaissez tous Kate Cunningham, bien sûr. Mais joueur qui, enfin... est en train de montrer pourquoi il était numéro 1 de draft. Il enchaîne les matchs, il n'y a pas de blessure. Et surtout, les Pistons gagnent un semblant de match, ce qui est une énorme différence sur les 3 dernières années. Oui, aujourd'hui, ils sont à 11-16. Et oui, ils sont en course dans le play-in. Ils sont 10e. Belle conférence. Oui, c'est bien. Et oui, 11-16. Attends, 11-16, ils sont déjà à la moitié du chemin des victoires par rapport à l'année dernière. En 16, je rappelle que les Bulls sont à 12-15 et les Pacers aussi. Donc 2 victoires et tu te relances complètement. Bon, t'as été très bon sur la palette. On va voir si t'es aussi bon sur le quiz. Allez, c'est parti. Victoire. Ils étaient à 14 victoires l'année dernière. Et 17 l'année d'avant. Donc c'est pour vous montrer, c'est une excellente saison pour, Pas trop vite, pour les quand Bad même. Boys. Attention, Isaiah Thomas et Joe Dumars. Attention à pas se claquer. Les gars, je suis sur un dilemme. Oh là, j'ai pas dit qui dit fin d'émission dit quiz. Mince alors. Eh ben, refais-le alors, vas-y. Mince. Non, mais je suis sur un dilemme, les gars. C'est est-ce que, au vu du temps, je ferais pas qu'un gros qui suis-je? Mais non. Attends, c'est bon là. Non, mais si les... Il faut dire dans l'oreillette, faut demander à la régie. De crier dans l'oreillette. Allez, vite. Alors, on fait une énumération. Je vais pas vous laisser beaucoup de temps, va falloir être bon. Avec Ayman, on s'est régalé. On allait chercher les meilleurs duos sur une saison. Donc, au point. Donc, tous les duos qui ont fait plus de 52 points sur une saison NBA. Ok. Voilà. Ok. Bon. Non. Allez, Okay. c'est parti. Allez, vas-y, commence, je t'en prie. Allez. Je commence. Jerry West, Elgin Baylor. Ouais, Jerry West, 69 points. Kobe et Shaq, je suis obligé de commencer Kobe et par... Shaq, bien sûr, plusieurs fois. Bien sûr. Jordan Pippen. Jordan Pippen, oui, 51, c'est plus de 50 points par mois, je vous dis au moins 50. J'imagine que vous avez fait ça pour Lillard et Giannis, donc l'année dernière, bon, ils y sont. Ils y sont l'année dernière, effectivement. Jokic Murray. Jokic Murray. Oh, la bavure déjà. Et je les ai pas, je vais les vérifier en direct, mais pour l'instant, c'est une bavure. Le problème, c'est Murray, hein, toujours. Qui est jamais très très haut dans les stats. C'est une bavure. Trouve-nous un autre. Tac, je t'en trouve un autre. Il doit y avoir Westbrook et Harden. L'année à Houston. Ouais. L'année à Houston. Ah oui, bah grave. Ils sont à 61 points à 2. Bah oui. Je pense Joel Embiid et Harden quand il est MVP. Joel Embiid et Harden. 2023, ils sont tous les deux, je suis pas fou. Hein. Oui, ils sont tous les deux. J'ai pas trop de crainte. Oh, j'ai un doute maintenant. Ils vont être à 49 les deux là. Il y en a un qui a 33 points par match. Ah oui, attends. Il reste l'autre 17, ça devrait aller quand même, non? Harden, il était à... Oui, c'est bon. Ah, merci, ok. Ça va. KD et Curry. KD et Curry, c'est bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Est-ce que j'irais pas sur... Il y a un bonhomme que vous avez pas encore cité sur des duos quand même. C'est un mec qui a eu des duos. Un mec qui a eu des duos? Bon, un mec qui a mis au moins 7 points pour avoir toujours un mec à côté de lui. Ah non, c'est qui? C'est LeBron et... Ah, LeBron et Kyrie. LeBron et Kyrie, notamment. Ah oui, il y a d'autres LeBron et Kyrie. Oui, d'accord, j'ai compris, d'accord. Qui d'autre comme LeBron alors? Penny et Shaq. Et oui, 50 points en 95. Donc LeBron et Dwayne Wade. Oui, 52 points. Pas mal, tu vas tous les faire. Ah oui, ah là j'y suis là. Westbrook et KD. Westbrook et KD. Oui, bien sûr. LeBron et Anthony Davis. Bien sûr. Je commence à piocher là.
Qu'est-ce que je vois? Si t'en as un autre, je te laisse la main là. Parce que... Ouais, vas-y, prends-le. Après, là, j'allais sur le. J'allais dire des gars du Run TMC, tu vois, par exemple, genre. Chris Mullin et. Non, et Tim Hardaway Jr., tu vois. Ouais, je sais pas, là, je les ai pas en tout cas. Ils étaient 3 à 25. Il y avait 3 mètres à 25, non? Ils étaient à 25 tous les 3, non? Ils étaient à plus de 20, ouais, mais 25 peut-être, je sais pas. Ok. Shaq et Dwayne Wade? Shaq et D-Wade, je les ai pas non plus. Je vous dis ceux que j'ai là, encore sous la main. Bah, j'ai évidemment tous les duos avec Wilt. Oui, parce que le mec était à 50 points. Jerry West et Will Chamberlain, on aurait pu le prendre. Il y a j'ai Larry Bird et McHale. J'ai Carmelo Anthony et Allen Iverson chez les Nuggets. J'ai Steph Curry et Klay Thompson. J'ai Jordan aussi. Avec qui? Avec Woolridge. Ah ouais, pas cadeau celui-là. Lucas et Kyrie, Westbrook et Bill, DeRozan et Lavine. Pas mal. Vous avez été bons, et je pense qu'on en a oublié, mais voilà, il y en a beaucoup. On part sur le qui suis-je? Comme ça, on finit cette belle émission. Je suis né le 25 septembre 1985. J'ai donc 39 ans, et la dernière fois qu'on m'a vu sur un parquet NBA, c'était en 2017, en play-off, avec Chicago. Mais, commençons par le commencement. Je fais un cursus complet à Georgia Tech, de 2004 à 2008. Lors de ma meilleure saison, je tourne à 16 points et 4 rebonds. Je me présente à la draft 2008, mais je ne serai jamais appelé. Je vais attendre un long mois avant de recevoir l'appel d'une équipe. Ce sont les Warriors qui m'invitent à jouer à la Summer League. Et j'arrive à les convaincre. C'est donc là-bas que je jouerai mes 2 premières saisons NBA de 2008 à 2010. Ken Bazemore. Non. En prenant des matchs dans le 5 majeur de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Dès mon premier match, mon tout premier match, je montre aux 29 autres équipes qu'elles ont eu tort de ne pas m'appeler. Jordan Crawford? 37 points contre les Clippers. À 15 sur 20 au shoot. Un record pour un rookie non drafté. Je prends aussi 11 rebonds dans ce match. Lors de ma saison rookie, je suis juste le joueur le plus adroit à 3 points dans la ligue. Warriors, t'as dit ça, rookie, ouais. Crawford, c'était pas mal, dommage. Lors de ma deuxième saison, je tourne à 13 points de moyenne et 4 rebonds. Ma place est faite en NBA, ça y est. Toi, c'est qui ça? En juillet, mon contrat rookie est terminé. Je signe libre du côté des Nets pour 2 ans, de 2010 à 2012. Quand j'arrive, je suis dans le 5 sur la ligne arrière avec Devin Harris. Là-bas, je continue de scorer. 13 points de moyenne, puis 12 points de moyenne, avec une très grosse adresse à 3 points. Je vais me retrouver impliqué dans un trade pour récupérer Joe Johnson. Je suis envoyé à Atlanta, où je resterai que 24 matchs, avant d'être tradé à nouveau durant la saison à Dallas, où je jouerai 17 matchs. Oh la vache. En 2013-2014, je joue avec les Pels, où je suis le backup d'Eric Gordon. Oh, c'est qui ça? Vous vous souvenez pas de moi? Alors ça viendra sûrement maintenant. Hein? C'est qui ça? Après avoir porté le 22 la plupart de ma carrière, j'enfile désormais le numéro 2 au moment de signer à OKC. Ian Clark. Non. Mais je dis n'importe quoi. J'y resterai de 2014 à 2017. Et je goûterai pour la première fois de ma carrière au playoff NBA. Je jouerai les finales de conf que l'on perdra contre les Warriors. Durant le run, je ne joue que 5 minutes en moyenne. Attends, je suis cata comme ça. À OKC, je serai dans la course pour le 6e homme lors de ma première saison en 2014-2015. Avec 10 points de moyenne, mais bon, je terminerai 11e au vote. En février 2017, je suis tradé à Chicago où je terminerai ma carrière. En carrière quand même, je tourne à près de 42% à 3 points. Ah, m'énerve encore cette histoire. En 2003, je refais parler de moi en étant accusé d'enlever et d'agresser une femme. Oh! Ouais, je vous donne une petite info comme ça. Oh vache, mais attends, numéro 22. Je vous refais sa carrière. Un autre ami. C'est pas Jordan Crawford, putain. Que je vais aller chercher sur Basket. Ah, comment je suis mauvais comme ça? Non, Théo, on n'est pas bon. Hein. Quand il va le dire, on va être énervé. Ouais. Donc les Warriors de 2008 à 2010. Où donc je fais le record sur un match lors de mon tout premier match. Donc je choque. Un arrière shooter. Après, je vais chez les New Jersey Nets de 2010 à 2012. Atlanta, Dallas, Pelicans en 2 ans. Et puis OKC. Oh la vache. À OKC où je porte le numéro 2. Ah, mais il joue avec KD et tout, il va en finale de conf. Attends, il va en finale NBA. Non, c'est un peu après. Non, c'est un peu, peu après. Il joue à OKC, un shooter. Parfois, je porte un bandeau. Ah gros, quand tu vas le dire, ça va tellement m'énerver encore ça. En plus, j'ai plein de joueurs qui me viennent en tête, mais ça peut pas être eux. Un arrière shooter. Eh ben, on est mauvais, hein. Je suis obligé de vous le donner pour le dernier. Ah ouais, oh là là, j'ai honte. C'est Anthony Moreau. Oh là là, Anthony Moreau, je dis Jordan Crawford. Aïe. Mais Anthony Moreau, je dis Jordan Crawford. Anthony Moreau pour le dernier qui suit. Lui, c'était mon joueur dans tout cas de fou. Ben oui. Il était chaud celui-là. Oh là, j'ai la haine. Ok, ici quand même. Mais bien sûr, Anthony Moreau. Complètement oublié qu'il était passé par beaucoup. Oh là là, les Nets, bien sûr. J'étais à fond en plus des Warriors. J'étais à fond, le mec.
Eh oui. Je me dégoûte. Petit trou de mémoire donc pour ce dernier Qui suis-je. On vous rappelle quand même qu'il y aura un grand quiz en fin d'année qui sera disponible sur YouTube. On n'a pas encore la date exacte. C'est la deuxième semaine, je crois, des vacances. Deuxième semaine des vacances. Donc voilà, on restera pas sur ce Qui suis-je non résolu. Bon les gars, vous avez été très bons dans l'émission, c'est pas grave. On a été un peu moins bons dans le clutch. Ah bah là, terrible. Hein. On dirait OKC quoi. On a été un peu moins bon dans le quiz. Je vous rappelle le programme de ce week-end. Samedi, il y aura la vidéo sur la course MVP. Il y aura aussi sur les réseaux sociaux Erwan Inside à Las Vegas pour la finale de cette NBA Cup. Et puis dimanche, il y aura le match sur DAZN et l'interview d'Armel Traoré. Voilà les gars, merci. Ouais, bonnes vacances les amis. Hein. Bonnes vacances. Profite des tiens, merci, Théo. gars, On se revoit en 2025 tous ensemble. J'ai l'impression qu'on se revoit bientôt, Théo. Peut-être dans une nouvelle vidéo. Allez. Ah bah oui, c'est vrai. Allez, passez de bonnes fêtes tout le monde. Ciao. Ciao.